Au printemps dernier, j'ai eu le très grand plaisir de célébrer la 100e du décodeur de la communication, ou du moins le 100e invité en solo du décodeur. Et bien évidemment, je ne pouvais que demander au GOAT ou au champion de la communication qui est Fred Fougerat de passer une tête. Ce 100e épisode a été diffusé en 3 parties. Eh bien, parce que vous avez été nombreuses et nombreux à me demander l'intégrale, la voici. Et vous allez voir que non seulement nous allons aborder énormément de sujets avec Fred, mais aussi il y aura vos questions, bien évidemment, vous qui écoutez le décodeur. Au passage, une petite anecdote. Quelques minutes avant l'enregistrement, Fred m'envoie un SMS me demandant d'amener une boîte d'allumettes. Je me dis qu'il n'a plus d'électricité, que ça va être compliqué d'enregistrer, ou j'imagine d'autres choses, peut-être allumer un feu de cheminée. Mais en fait, ce n'était absolument pas pour ça. Fred avait acheté un gâteau pour la 100e. Et évidemment, il s'était bien gardé de me le dire, et la boîte d'allumettes servait tout simplement à allumer les bougies. Cela en dit long sur mon 100e invité, qui est vraiment un chic type, comme on disait dans les années 80. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et cette intégrale de la 100e est faite pour vous. Vous serez pendant plus de 100 minutes avec Fred Fougerat, et croyez-moi, c'est une masterclass comme à l'habitude avec Fred. Très très bonne écoute, et je vous souhaite un très très bel été 2024. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Fred. Salut Laurent. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors écoute, moi ça va très très bien puisque tu me le demandes évidemment. Et alors je suis d'autant plus heureux que c'est la 100e. La 100e. La 100e, le 100e solo. Incroyable. Ah, en plus en solo, 100e solo, donc il y en a eu davantage. Oh là là, il y en a quasiment le double, tu sais, je suis le roi du spin-off. Donc je tiens à te remercier parce qu'en plus tu m'as préparé une surprise. On va le dire à tout le monde, un super gâteau. Je ne veux pas savoir quel genre de tarte c'est. Un gâteau et des bougies. Voilà, pour les 100 ans. Alors bon, évidemment, je n'ai pas encore 100 ans, j'ai le tiers de 100 ans, j'ai 33 ans. Comme le Christ, c'est bien connu. Et toi, tu as quel âge déjà, 32 ? 28. 28, excuse-moi, je t'ai vieilli. Bon, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez bien compris, c'est la 100e solo avec Fred. À qui pouvais-je demander, si ce n'est au meilleur d'entre nous ? Non, ça c'est trop. Mais... Si, mais fais gaffe, ça porte malheur, parce qu'il y en a un qui a fini en prison à cause de ça. On salue Alain Juppé. Bon, si vous ne le connaissez pas, ça n'a aucune espèce d'importance. C'était normal que Fred revienne. Eh oui, après tout, ça faisait à peu près plus d'1 an qu'il n'était pas venu en solo. Donc Fred, tu reviens, tu es chez toi au décodeur de la communication. Je suis très heureux de te recevoir. Et en plus, il y a de l'actualité. Monsieur sort encore un livre. Parce que non seulement monsieur avait déjà commis en 2021 le fabuleux Dico de la com. Le Dico de la com, pour référencer les mots de la communication, là, de l'imprimerie à l'ère du numérique. Garder un peu d'archives et de documentation des mots de nos métiers. C'est important ça pour moi. On est bien d'accord et c'est absolument magnifique parce que justement, on peut tout apprendre. Comme tu le dis, de Gutenberg à ChatGPT. De Gutenberg à Twitter. Oh, c'est super. J'ai presque envie de pleurer. Bon, écoutez, vous avez compris, ça va être un numéro totalement exceptionnel. Donc, monsieur a commis en 2021 le Dico de la com. Et puis, il y avait concomitamment... la com est un métier. Et il y avait eu préalablement un DIRCOM n'est pas un démocrate. Exactement. Et aujourd'hui, depuis le 13 mars, dans toutes les bonnes librairies, y compris sur Internet, je ne sais pas si tu connais, eh bien, il y a ce magnifique anthologie de la com. Paroles de DIRCOM. Eh oui, il y a dire comme un jour, dire comme toujours. Oh, écoute, c'est magnifique déjà, j'ai plein de punchlines. Alors, ce sont des punchlines des réseaux sociaux. Il y a 5 grands chapitres. Et là, ça tabasse. Hein. Alors attention, je vous les sors, les chapitres. Si vous ne l'avez pas encore acheté, il y aura évidemment tout ce qu'il faut pour aller sur Internet. Et puis, allez l'acheter à la Fnac ou chez un libraire, parce que c'est paru aux éditions Bréal. Bréal by Studirama. Et on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les librairies, même, on peut le commander si la librairie ne l'a pas en stock, ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver, ou si elle est déjà en rupture de stock, puisque chaque fois que je vais à la Fnac des Ternes, je demande tes bouquins, à chaque fois, le mec, il me dit « Ah, mais on l'a pas, il est déjà vendu ».
J'y suis allé il y a 2 jours parce qu'on venait de me dire que ça y est, il y avait un stock et j'y suis allé le lendemain, il n'y en avait déjà plus. Alors je sais pas si le stock c'était 3 livres ou si c'était davantage, mais faut rester modeste. Mais voilà, je voulais photographier mon livre dans les rayons de la Fnac et bon, à chaque fois que je sais qu'il y en a, quand j'arrive, il y en a déjà plus, quoi. Écoute, tu ne vas pas te plaindre de ton succès. Hein? Non, je me plains de rien. Alors, il y a 5 chapitres dans ce magnifique livre qui est sorti donc le 13 mars dernier, donc il y a quelques jours, quelques semaines. 1 sur la communication, 2 sur la crise, 3 sur les réseaux sociaux, 4 sur la communication publique et politique et 5 de la pédagogie. 5, c'est de la pédagogie, c'est tout le baratin qu'il peut y avoir sur la com, tout ce qui peut nous nuire, tous les fantasmes. Voilà, c'est une façon d'y répondre aussi et d'y répondre sans se prendre trop au sérieux, sans se prendre la tête, mais quand même donner des éléments de réponse aux fameux effets waouh, au petit logo, à la petite vidéo. C'est que de la com, la nana de la com, le mec des réseaux sociaux. Voilà, c'est tout ça, la partie pédagogie. Exactement. Et tous ces gens qui font ça, tu me feras ça vite fait, s'il te plaît. Vite fait, évidemment. En te remerciant par avance. Puisque c'est pas grand-chose, c'est que de la com. Exactement, ce qui est assez pénible. Donc c'est vrai qu'on est tous victimes de ça, qu'on soit en agence comme moi, ou de l'autre côté comme tu l'as longtemps été et maintenant en agence. Donc c'est vrai que ce bouquin, achetez-le. Je pense qu'il devrait être remboursé par la sécurité sociale. On est bien d'accord. Ce serait une bonne idée. N'est-ce pas? Pas pour le trou de la sécu, mais... Oui, mais bon. Mais pour l'effet thérapeutique, oui. Et pour l'effet thérapeutique, et puis que les gens comprennent enfin ce que c'est que la communication, que c'est un vrai métier. Alors, je te propose la chose suivante. Dans cet épisode, qui est un épisode formidable, le 100e, encore une fois, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je vais rebondir sur des punchlines. J'en ai sélectionné 24. Je ne sais pas si nous les ferons toutes. 24. 24 punchlines. Et il y aura aussi, parce que j'ai voulu faire partager ce magnifique épisode à d'autres personnes. Alors, j'ai sélectionné, je ne te cache pas, j'étais très sélect. Donc, il y a une dizaine de personnes qui ont posé des questions. Il y en a une qui est un peu en double sur l'IA. Bon, bref, je n'en dis pas plus. On va commencer d'emblée. Allez, première punchline. La com, ce n'est pas avoir un avis, c'est un métier. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, tous les communicants ont été confrontés un jour ou l'autre, le sont et le seront certainement encore, à des gens qui viennent leur donner leur avis. Ils n'ont aucune légitimité pour le faire, aucune connaissance des enjeux, aucune connaissance du métier, aucune compréhension des besoins, mais ils ont un avis. En principe, l'avis, il s'exprime par un j'aime, j'aime pas, ou moi j'aurais fait comme ci, ou moi j'aurais fait comme ça, j'aurais fait un peu plus gros, j'aurais fait un peu plus petit, j'aurais fait un peu plus gras, j'aurais fait un peu plus rouge, j'aurais fait un peu plus bleu. Voilà. Des avis, c'est pas ça ne constitue pas les compétences, l'expérience pour faire notre métier. Ça va bien au-delà. Et ces gens qui ont un avis ont rarement un avis sur une question juridique ou sur une question financière, sur une question administrative ou technique. Mais par contre, sur la com, ils ont souvent un avis. Sauf quand on parle de crise. Alors là, tous les donneurs d'avis et de leçons, quand il s'agit de crise, en principe, font un pas en arrière et vous disent ça c'est une question de com, c'est pour la com. Voilà. Dès qu'il y a du risque, dès que c'est sensible, il y a beaucoup moins d'amateurs. Mais pour donner un avis affectif et personnel, donc qui n'a rien de professionnel, là souvent il y a du monde. Donc voilà, la com, c'est pas avoir un avis, c'est avoir des compétences. C'est pas la même chose. Il n'y a pas de communication sans émotion. Alors ça, c'est très intéressant. Parce qu'en effet, la com, c'est un vrai métier. Tu l'as dit toi-même, on a toujours un avis. C'est comme un du cul. Et au final, pas de com sans émotion. Je trouve que ça... Comment te dire? J'ai du mal à trouver mes mots, mais je suis très heureux que tu l'écrives dans ton livre parce que aujourd'hui, on a souvent tendance à se cacher derrière beaucoup de techniques, de plus en plus de data. Et en fait, on s'aperçoit que la communication égale émotion. En fait, l'émotion, elle revient très souvent dans le métier de la communication ou dans les métiers de la communication. Mais déjà, souvent, quand on me demande de définir la communication ou quand on me dit, mais c'est quoi la différence entre la communication et l'information? Je pense que c'est la différence est peut-être dans l'émotion. C'est-à-dire que l'information, il s'agit de rassembler des éléments complets, factuels, d'essayer d'être le plus complet, comme je viens de le dire, possible. Et ça, c'est plutôt le travail du journaliste. Alors que la communication, il s'agit plutôt de mettre l'accent ou de mettre la lumière sur un sujet, sur quelque chose que l'on veut valoriser, promouvoir. Et pour faire se distinguer de la simple information, il faut essayer de susciter une émotion. Et ça fait aussi partie des exigences et des compétences du communicant, c'est d'avoir suffisamment d'empathie, d'écoute, d'observation pour connaître, comprendre sa cible et essayer de créer chez elle une forme d'émotion. L'émotion, on la retrouve aussi, par exemple, dans la communication de crise. Gérer une crise, c'est gérer des émotions. C'est gérer ses propres émotions, celles de son entourage, celles des victimes ou des proches des victimes quand l'humain est en jeu, celles des journalistes, celles de syndicalistes, celles de parties prenantes. Donc, cette notion de l'émotion, elle revient de façon permanente dans les métiers de la communication.
Comment tu expliques que finalement, les gens qui sont autour de nous, par exemple en entreprise, la direction générale ou autre, aient du mal à comprendre ces histoires d'émotions ? Je ne sais pas s'ils ont du mal à comprendre ces histoires d'émotions. Ils ont du mal, de façon générale, à comprendre la communication. Ça s'explique, hein, enfin, en tout cas, il y a des explications. Je dis pas que ce soit satisfaisant, mais il y a des explications. D'abord, c'est un des métiers les plus récents dans l'entreprise avec les RH, donc c'est nécessairement un des moins connus. C'est un métier auquel les gens ne sont pas formés, donc finalement, ils partent de rien et donc ils font avec ce qu'ils ont. Chacun fait avec ce qu'il a quand il ne sait pas. Et puis, il y a beaucoup d'affect dans les questions de communication. Ça touche le personnel, ça touche l'intime. Donc, on pense qu'en fait, par sa propre sensibilité, son avis, comme on l'évoquait il y a quelques secondes, on pense que on peut émettre un avis, mais c'est pas du tout une question d'affect, c'est pas une question d'histoire personnelle, c'est une question de professionnalisme, et c'est ça qui est compliqué parfois à faire comprendre. C'est aussi notre rôle et notre job de communicant de l'expliquer. On peut pas seulement se plaindre éventuellement de la situation, on peut pas dire non, il faut aussi expliquer les choses. C'est pour ça que je pense que la pédagogie, ça fait aussi partie de notre métier. Si communiquer c'est notre boulot, alors sachons aussi communiquer sur notre travail. C'est fondamental, sinon les gens ne comprennent strictement rien ou pensent justement, comme tu le dis très justement, qu'ils peuvent le faire à notre place. Exactement. Souvent, les gens en communication, le communicant, la communicante va présenter son travail et puis va avoir en face pour réponse « j'aime pas ». Mais j'aime pas, c'est pas une réponse entendable parce que ça ne repose sur rien d'autre s'il n'y a pas d'explication derrière. Et l'astuce que je donne aux gens avec lesquels je peux partager, c'est de répondre « mais moi non plus, j'aime pas ». Et alors, à ce moment-là, l'interlocuteur est assez perturbé parce que comment tu peux me proposer un travail si tu ne l'aimes pas ? Mais le problème, c'est qu'on ne travaille pas pour faire plaisir ou pour se faire plaisir. On travaille pour servir des objectifs, pour servir une stratégie. Donc, peu importe que j'aime ou que je n'aime pas le travail que je produis, c'est pas parce que c'est de la com qu'on devrait aimer. Est-ce que des chiffres, on se pose la question, est-ce qu'on aime les chiffres? Est-ce qu'un réseau informatique, est-ce qu'on aime son réseau informatique? Non. Il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il soit performant, il faut qu'il serve ce pourquoi il a été pensé. Ben, la communication, c'est exactement pareil. Si je dois utiliser du orange, si je dois mettre un éléphant sur une affiche, c'est pas parce que j'aime l'Afrique et les éléphants, c'est pas parce que j'aime le orange, c'est parce que c'est dans ma réflexion et dans l'étude et dans la conception et la création du travail, j'ai estimé que c'était les éléments qu'il fallait réunir pour produire l'émotion, l'effet que je souhaite faire en communication. Donc quand on vous dit j'aime pas, bah c'est pas mal de répondre mais moi non plus j'aime pas, parce que là ça permet de créer un échange. Et en fait c'est la façon polie de dire j'en ai rien à foutre de ton avis. Comme ça, on ne peut difficilement le dire, ni un client quand on est dans une agence, ni un donneur d'ordre interne quand on est dans une entreprise. Donc celui qui vous dit j'aime pas, vous pouvez pas lui dire je m'en fous de ton avis. Mais si vous lui dites mais moi non plus j'aime pas, alors là tout d'un coup il y a un dialogue qui peut s'instaurer et peut-être de la compréhension qui peut s'installer. Je rebondis sur ce que tu disais, et c'est une de tes nouvelles punchlines. La communication doit servir une stratégie et doit répondre aux objectifs. Là, on revient vraiment aux basiques, aux fondamentaux de notre métier. Hein. Bah exactement, on est vraiment dans le fondamental. On fait pas de la communication comme ça par hasard. D'ailleurs, si on n'a rien à dire, bah on la ferme. On ne communique pas si on n'a rien à dire. Donc, il faut déjà avoir une histoire à raconter. Et après, pourquoi on raconte une histoire et à qui ? Donc, le pourquoi et le pourquoi et le pour qui, c'est des questions qu'il faut se poser en permanence. Parfois on avance, on bosse, on a la tête dans le guidon, puis on oublie un peu le pourquoi et le pour qui. Donc c'est des questions fondamentales qu'il faut se reposer en permanence. Et on ne travaille pas, comme je le disais, ni pour se faire plaisir, ni pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. On ne travaille pas pour être aimé par ses collègues ou pour être aimé au sein de l'entreprise. On travaille pour répondre à une stratégie dans laquelle on a des objectifs. Et ben on doit servir ces objectifs. Et c'est ça le travail de la communication, comme le travail de tous les autres services dans une organisation. Une autre punchline. Je crois que c'est une de mes favorites, et celle-là, elle tabasse. Encore plus. La communication n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. Alors là, Fred, faut que tu nous expliques, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent en cette punchline. C'est effectivement une des punchlines qui fonctionne le plus, qui tourne le plus. On me demande même d'en faire des t-shirts et des mugs, ce que je vais certainement faire d'ailleurs très prochainement. C'est une punchline qui est souvent affichée, placardée dans des services com, dans des directions de la com. Et c'est aussi une façon de créer du dialogue. C'est par exemple le cas, j'en ai été très surpris il y a quelques mois quand je me suis rendu à la direction générale de la gendarmerie, ou quand on rentre au CIRPA gendarmerie, et dans le grand couloir d'accès à tous les bureaux du CIRPA gendarmerie, vous êtes accueillis par cette grande phrase qui est stickée sur les murs. Donc, grande phrase dans le sens elle est longue, pas dans le sens elle est merveilleuse. La communication n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. Et ça permet quand même d'expliquer à ses interlocuteurs que la communication, c'est pas de
la magie. Encore une fois, c'est du travail. Et que quand vous attendez qu'il y ait une communication qui soit faite sur un sujet, ça veut dire qu'il faut avoir embarqué la communication, la direction de la communication, bien en amont. Et donc, il n'est pas question, par exemple, vendredi à 18h, de se faire entendre dire il faut me faire un communiqué pour lundi matin. Un communiqué sur quel sujet? Un communiqué sur ce dossier qui est essentiel. C'est essentiel pour l'entreprise, c'est clé pour le business. Ça fait 6 mois qu'on y travaille. Non. Si ça fait 6 mois qu'on y travaille et que le sujet est essentiel pour l'entreprise, alors on donne pas 2 heures ou un week-end à la communication pour faire son boulot. Non, elle a dû être embarquée bien en amont. Elle doit connaître, comprendre, elle a dû analyser le sujet, elle a dû réfléchir à des angles pour le traiter, à des porte-paroles pour le représenter, pour l'incarner, des journalistes qu'il va falloir approcher, que peut-être il a fallu travailler en amont, des réseaux sociaux sur lesquels on va programmer un plan de campagne, un plan d'action, peut-être de la publicité sous toutes les formes possibles et imaginables, des rédactionnels, des tribunes, que sais-je. Mais donc, on n'arrive pas à la dernière minute et puis la com se débrouillera pour faire le boulot. Nous c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à communiquer et ça se fait en quelques instants. Non, la com, elle doit être embarquée, mais dès la stratégie jusqu'à la sortie. Et pourquoi dès la stratégie jusqu'à la sortie? Parce que quand on imagine que la communication va faire son boulot en quelques secondes, c'est qu'en fait, on a une vision extrêmement réduite du métier de la communication et on ne la voit comme que fabriquant des outils, fabriquant le livrable final. Mais non, ça, c'est une vision trop ancienne de la communication, celle d'un service support. La communication, c'est une fonction stratégique. Elle a participé à la réflexion depuis le début et à la toute fin de son travail. Oui, elle produira des livrables pour livrer l'intelligence qu'elle a fabriquée. Mais la communication, elle est là pour produire de l'intelligence, pas pour fabriquer des outils. Comment tu réussis à être intégré dans tous ces grands projets? Parce que c'est ce que je me suis toujours demandé. Moi, j'ai toujours été du côté agence, donc j'arrive à la fin. C'est quand tu étais DIRCOM, tu aurais pu me briefer, etc. C'est ce que font mes clients. Mais je me suis toujours demandé, très sincèrement, comment on fait pour réussir à rentrer dès le début, dès l'embryon du projet, en disant n'oublie pas que la com est là parce que ça va un jour ou l'autre te servir. Sincèrement, il faut faire preuve de quoi? D'omnipotence, d'omniscience? Non, c'est une question d'autorité d'abord, d'autorité professionnelle, et c'est aussi beaucoup, et ça va avec l'autorité professionnelle, une question de positionnement dans l'organisation. Si le patron de l'entreprise ou de l'organisation pour laquelle tu travailles ne considère pas ta fonction comme étant stratégique, tu auras du mal à le faire croire ou comprendre aux autres. Donc c'est vraiment une question de positionnement et de relation forte avec le dirigeant. Et si le dirigeant dit mais la com d'abord elle est au COMEX ou elle est au CODIR comme toutes les autres fonctions stratégiques, c'est déjà un premier pas. Si la com ce n'est pas toujours le dernier sujet qu'on traitera en réunion de CODIR, s'il reste du temps, eh bien, c'est déjà aussi quelque chose de gagné, de la considération de gagné. Et puis après, c'est aussi son travail, son positionnement, son autorité. Je donnais l'exemple du communiqué de presse qui est demandé à 18h le vendredi pour le lundi matin. Si le DIRCOM dit non, alors là, tout d'un coup, ça pose un problème. Et il faut pas avoir peur à un moment d'aller au clash. Et on dit, non, on peut pas dire non parce que on va tout mettre en péril. Non. C'est pas celui qu'on a oublié de prévenir en amont qui met en péril s'il explique qu'il n'est pas capable de bien faire son travail parce qu'on ne lui en laisse pas le temps ou les moyens. Donc non, on peut créer un moment le clash aussi. Il faut choisir le bon clash éventuellement, et bien sûr. Mais il y a un moment, il faut aussi faire preuve d'autorité et dire non, il n'y aura pas de communiqué de presse ce lundi matin parce que j'ai pas le temps de réflexion, j'ai pas le temps de compréhension, j'ai pas les ressources, je n'ai pas d'équipe à mobiliser pour faire ce travail dans un temps record alors que tout le monde a pu faire son travail dans des temps normaux. Déjà, il faut se mobiliser de façon exceptionnelle dès qu'on a affaire à une crise, dès qu'on a affaire à des situations exceptionnelles. Donc le mode crise ne peut pas être le mode permanent pour tout traiter, tout travailler, et certainement pas pour travailler dans la précipitation des sujets qui paraissent fondamentaux, essentiels pour l'entreprise, et que tout d'un coup, pour ce qui est la partie com, on bâclerait le travail et on ferait ça comme on peut à la dernière minute, et puis tant pis si c'est pas bien fait, parce que de toute façon, la com, elle doit savoir faire son boulot, donc ça sera de la faute de la com. Non, ça c'est pas possible. Donc il faut faire preuve d'autorité. Je dis pas que ce soit facile, je dis pas que c'est possible tout le temps, c'est pas possible partout, et ce qu'il faut, c'est chaque jour essayer de gagner un peu de terrain pour s'installer, pour s'imposer et prendre la place qui doit être la nôtre. On vous donne pas forcément votre place, alors il faut aller la chercher, il faut la prendre. Tu as été confronté à ça, peut-être en début de carrière, parce qu'après tu as commencé à avoir un nom et puis vraiment une aura qui faisait que tu étais le ministre de la communication en France, si je puis dire. Mais est-ce que c'est arrivé de te retrouver face à des directions qui finalement te disaient il fait des trucs jolis, sympas et vite fait?
Alors, la réponse en 2 temps, en fait. J'ai eu la chance de toujours bosser pour des présidents ou présidentes d'exécutifs qui avaient une haute considération pour la communication, voire expliquaient ne rien y comprendre, mais juste avoir compris que c'était important et qu'il fallait laisser faire. Donc ça a été plutôt ma chance et aussi ça a aussi été ma façon de sélectionner les gens avec lesquels j'ai voulu travailler. Mais donc il y a une part de chance, il y a quand même chacun doit faire un pas à un moment ou à un autre. Donc je n'ai pas rencontré ce problème avec le dirigeant ou la dirigeante pour lesquels j'ai travaillé. En revanche, c'est souvent à l'échelon inférieur où là j'ai rencontré beaucoup de mes homologues dans les comités exécutifs ou dans les CODIR qui connaissaient mieux que moi mon travail, qui savaient mieux que moi faire les choses et qui portaient des jugements sur mon travail. Même si j'étais soutenu, là, j'ai dû souvent beaucoup me battre pour pouvoir faire mon travail correctement. Je peux te donner 2 exemples, 2 exemples rapides qui tournent autour de la carte de visite. Alors, c'est peut-être moins un sujet aujourd'hui, mais 2 sujets sur la carte de visite. Quand je suis arrivé à la direction de la com du groupe Altran, aujourd'hui qui a été racheté par Capgemini, donc Altran, c'était le leader mondial de l'innovation et de la recherche. J'ai réalisé que, en fait, entre les gens du groupe et les gens des pays et les gens des filiales, chacun utilisait des chartes graphiques différentes et chacun, quelque part, avait des cartes de visite différentes. Donc, le premier travail que j'ai eu à faire, c'est déjà de mettre de la cohérence et de l'unité dans la charte graphique et de faire en sorte que tout le monde dispose et promeuve la même image et que chacun ait les mêmes cartes de visite. Et là, évidemment, comme beaucoup qui nous écoutent ont dû le rencontrer, chacun avait une bonne raison et une explication pour expliquer que oui, la cohérence c'est essentiel pour l'entreprise, sauf pour lui, parce que lui, son activité, elle est pas pareille, elle est particulière, elle est spécifique. Et puis il se trouve que ce sont les mêmes personnes, et il y a des gens intelligents, ça fait du bien et ça fait plaisir, qui un jour, un certain nombre d'entre eux, ils étaient 7 exactement, se sont retrouvés chez un client et ont donné leur carte de visite au client. Et ils ont donné 7 cartes de visite différentes. Et là, ils se sont dit, mais en fait, on est ridicule. Comment est-ce qu'on peut prétendre être un grand groupe mondial? Et en fait, il n'y en a pas un seul qui a la même carte de visite. Et ça a été un déclencheur chez eux, ce qui leur a permis d'accepter ce que j'avais engagé. On leur donnait pas le choix et on leur demandait pas leur avis, mais au moins ça a fait tomber cette résistance. Et l'autre exemple, toujours autour d'une carte de visite, c'est quand j'étais le DIRCOM du groupe Géoservice, qui a été racheté par Schlumberger depuis. La difficulté de ce groupe, c'était d'avoir une image, un nom et un logo qui étaient assez anciens, assez vieillots, assez 70s, et qu'il n'était pas question de toucher parce qu'il était reproduit sur des milliers, des centaines de milliers d'outils, d'appareils, de camions, de cabines partout dans le monde. C'était des services pétroliers. On était sur tous les continents, sur tous les océans. Donc, il n'était pas possible de toucher à l'image directe, en tout cas au logo, ni au nom, évidemment. Mais la marque souffrait d'un vrai problème, elle apparaissait comme étant une petite marque franco-française alors qu'on était présent dans 55 pays dans le monde. Et en vue de la promotion et du rachat et de l'avenir de l'entreprise, il fallait vraiment changer l'image et lui donner une image qui était celle qui devait être la sienne, c'est-à-dire un groupe mondial présent partout sur la planète. Et j'ai choisi, le logo avait un bariolage tricolore qui correspondait aux 3 métiers, donc quelque chose d'assez classique dans les codes de communication et logo, en tout cas de cette époque-là. Et moi, j'ai choisi d'utiliser ce bariolage pour en faire un arc-en-ciel et un arc-en-ciel autour de la planète. Et j'ai utilisé une planète avec cet arc-en-ciel qui était orange, vert, bleu, donc pas un arc-en-ciel traditionnel. C'est une planète sur un fond noir qui pouvait illustrer le dos d'une carte de visite. Tout ça avait été un petit peu reformaté et un peu reprofessionnalisé, mais les cartes de visite qui n'avaient pas de dos, tout d'un coup se retrouvaient avec un dos noir, avec un morceau de planète et un arc-en-ciel qui passait à travers au-dessus de cette planète. Donc le noir apportait un côté un peu premium et un peu plus quali et qui faisait oublier l'image un peu vieillotte et franco-camembert. L'arc-en-ciel permettait de repromouvoir et de positionner les 3 métiers de l'activité. Évidemment, surtout la planète montrait que nous étions partout présents dans le monde. Et là, un des VP du groupe, un ingénieur, donc puisqu'il était ingénieur, il connaissait mieux la com que tout le monde, est venu m'expliquer que le noir c'était moche, le noir il n'aimait pas, le noir c'était pas possible. Et je lui ai expliqué que mon travail n'était pas soumis à son approbation ni à la participation démocratique, et que donc c'était comme ça. Et donc il a décidé qu'il n'utiliserait pas la nouvelle charte et qu'il n'utiliserait pas les nouvelles cartes de visite. Puis il y a des rencontres mondiales pour les acteurs des activités pétrolières.
Et là, un certain nombre de collaborateurs de la boîte ont donné leur carte de visite pour échanger leurs coordonnées. Et là, ils n'ont reçu que des compliments de tous leurs homologues étrangers ou français d'ailleurs, mais c'est un métier très international. Et pour la première fois de leur vie, en rentrant, ils m'ont dit, pour la première fois de notre vie, on était fiers de donner notre carte de visite. On était fiers de l'entreprise pour laquelle on travaillait. Je n'ai plus jamais entendu parler que le noir puisse poser un problème parce qu'il fallait pas mettre du noir parce qu'on était dans le pétrole. Non, merci pour ces 2 exemples. Alors c'est vrai que c'est le petit bout de la lorgnette, la carte de visite. On se dit, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Ça existe toujours, fort heureusement, en 2024. Mais c'est bien que tu aies calmé toutes ces ardeurs. Et j'espère que tu as su garder ton calme. Mais bon, l'homme qui a fait des arts martiaux doit le savoir. C'est pas pour rien que tu as monté Tenkan Paris. J'ai oublié de dire que, évidemment, tu étais le boss de Tenkan Paris et l'associé des cogiteurs. Nous saluons Madame Veil. Une autre punchline. Pas de pilotage de la communication sans plan de com. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux plus jeunes d'entre nous ce que c'est que le plan de communication, s'il te plaît, Fred? En fait, c'est assez logique comme c'est pas tellement une punchline, c'est une énorme évidence, enfin comme parfois souvent les punchlines d'ailleurs, mais c'est une énorme évidence et c'est quelque chose de simple. Mais on peut pas il est nécessaire de rappeler que on ne peut pas aller quelque part si on ne sait pas où on va. Alors oui, si on marche sans savoir où on va, on arrivera quelque part. Mais puisqu'il s'agit de servir une stratégie et des objectifs, donc mieux vaut quand même que les choses soient écrites. La communication, c'est un travail de l'écriture. Et donc écrire un plan de communication, savoir ce que l'on va faire, savoir écrire le pourquoi, je reviens toujours sur ces mêmes fondamentaux, et ensuite le décliner en action, le décliner, le programmer sur des périodes. Tout ceci, ça constitue un plan de com. Ça permet de partager aussi une vision avec ses équipes. Ça permet de suivre où on en est. Ça permet aussi éventuellement d'adapter, parce que c'est pas parce qu'on a un plan de com en janvier qu'en décembre il finira exactement comme il avait été écrit. Les choses peuvent évoluer pour des raisons internes, pour des raisons externes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais en tout cas on a une programmation, un plan qui est écrit, que l'on peut suivre, que l'on peut partager. On parle tous le même langage, on sait où on va, et puis régulièrement, on voit où on en est. Régulièrement, on le réadapte. Il y a des choses nouvelles qui peuvent arriver, il y a des choses qui peuvent en sortir. On peut prioriser. Mais voilà, le plan de com, en fait, c'est l'écriture du travail que va faire l'ensemble de la communication au service d'un objectif et d'une stratégie. On passe aux relations presse. Hyper important. Les relations presse ne sont pas mortes. Les relations presse ne disparaissent pas parce que les réseaux sociaux sont arrivés. Non, mais beaucoup l'ont imaginé à un moment ou un autre. Beaucoup le pensent aussi encore, pas nécessairement dans les métiers de la com, plutôt dans les gens qui ne connaissent pas la com. Et pourquoi faire des relations presse alors que maintenant il y a les réseaux sociaux? Non. Les réseaux sociaux, c'est clé, c'est essentiel, mais c'est en plus, c'est pas du tout à la place. Et les relations presse, ça reste une des compétences. Être un stratège des relations presse, ça reste pour moi une des compétences clés du communicant et du DIRCOM en particulier. Alors, on est bien d'accord, je suis très surpris que tu me dises que certains ont cru que les relations presse allaient disparaître ou vont disparaître. Bon, je t'avoue, je tombe un peu de mon cocotier. Bon, ok, pourquoi pas. Il fallait pas monter sur ton cocotier. Exactement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, les dinosaures ont bien disparu, mais là, quand même, c'est assez étonnant. Alors justement, je te lis une de tes phrases. Les relations presse, c'est du contenu, c'est de la relation, de la disponibilité. Bref, les relations presse, c'est du temps. Ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Du contenu, c'est une évidence. On va pas écrire n'importe quoi, le contenu est roi. C'est une évidence pour nous, professionnels de la communication, mais beaucoup, quel professionnel des relations presse ne s'est pas un jour entendu dire je veux 3 communiqués de presse par semaine, alors qu'on a juste oublié de dire est-ce qu'on a 3 histoires à raconter par semaine, et est-ce qu'on a des journalistes qui sont capables d'absorber 3 fois des communications de notre part pour en faire quoi d'ailleurs? Est-ce qu'ils vont écrire 3 fois par semaine sur nous? Certainement pas. Mais voilà, cette notion de la quantité par rapport à la qualité ou au contenu. Donc oui, les relations presse, c'est d'abord, et encore une fois, comme tout ce qui est communication, du contenu. C'est de la relation. Dans relation presse, il y a le mot relation, donc normalement on ne doit pas se tromper, mais il est vrai que beaucoup pensent, toujours dans les gens qui ne font pas de relations presse, que les relations presse, c'est poster un communiqué de presse. Mais non, on n'est pas... Les professionnels de relations presse, ce sont pas des boîtes aux lettres qui postent des communiqués de presse. Oui, il y a un moment, il faut transmettre le travail qu'on a fait, sinon il sert à rien. Mais tout le travail qui va avoir été fait en amont et ce travail de relationnel, ce travail
qui permet d'ailleurs aux journalistes et aux communicants de devenir des tiers de confiance parce qu'ils se connaissent, parce que le communicant sait ce qu'attend le journaliste, sait ce dont il a besoin, et le journaliste connaît le communicant et sait ce qu'il peut lui apporter, sait qu'il peut avoir confiance en lui ou pas. Ce lien, ce qui prend du temps, confiance parce qu'on le décide ou en 5 minutes ou parce qu'on a bu un coup une fois ensemble, tout ce temps, c'est ce qui va permettre ensuite d'être très productif et d'être très performant en matière de relations presse. C'est de la disponibilité, évidemment, tu viens de l'expliquer. Et c'est de la disponibilité d'une part parce que ça prend du temps, et c'est aussi de la disponibilité parce que quand le journaliste a besoin de toi, il faut être présent, il faut pouvoir te rendre disponible. Tu peux pas me dire, moi je veux qu'on parle de moi dans la presse, moi je veux être à la radio, moi je veux être au journal télévisé, mais qu'à chaque fois qu'un journaliste t'invite, ah ben non je ne peux pas, ah ben non pas aujourd'hui, ah ben non pas cette semaine, ah ben non pas ce mois-ci. Le oui est très important en relation presse. Si un journaliste vous contacte un soir pour vous dire est-ce que demain matin vous pouvez venir faire une matinale radio, il faut pouvoir, il faut répondre oui. Et s'il appelle à 8h pour 10h, il faut dire oui. S'il appelle à 10h pour 13h, il faut dire oui. Si c'est à 13h pour 16h, pour 19h, pour 20h, il faut dire oui. Et en tout cas, il faut être cohérent avec son souhait. Soit on a envie d'être visible, exposé, soit on a envie d'être médiatisé et de pouvoir s'exprimer publiquement. Et à ce moment-là, on se rend disponible. Soit on n'a pas ce besoin, on n'a pas cette envie, on ne le souhaite pas. Alors à ce moment-là, on peut ne pas faire de relations presse et c'est autre chose. On ne fait pas de communication. Mais on peut pas et à la fois vouloir faire parler de l'entreprise ou de sa personne et être présent dans les médias, mais ne pas s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, ça commence aussi. Enfin, un des moyens, c'est la disponibilité que l'on doit aux journalistes et aux médias. Et le journaliste auquel vous dites oui va vous recontacter. Celui auquel vous avez dit non ne vous recontactera que quand tous ceux à qui disent oui d'habitude auront dit non, parce qu'il n'y aura plus que vous. Mais le journaliste, si vous lui dites non une fois, non 2 fois, il vous proposera pas une 3e fois parce qu'il utilisera d'autres personnes. Ce qui peut parfaitement se comprendre, on n'est pas seul dans le monde. On n'est pas seul au monde et le journaliste, il a beaucoup de travail, il a peu de temps, il a besoin d'avoir des relations faciles. Donc quand il entretient des relations faciles avec certains de ses correspondants, c'est toujours ces personnes-là qui seront privilégiées et les autres qui ne le seront pas. Et le pire, si vous dites oui et que vous plantez le journaliste, là vous serez carrément blacklisté à tout jamais. Et là aussi c'est compréhensible puisque vous l'aurez pénalisé dans son activité professionnelle. Vous l'aurez planté tout simplement. Donc ça se comprend parfaitement. Il y a beaucoup de gens chez les communicants qui ont plutôt tendance, ou peut-être pas nécessairement chez les vrais communicants, pardon. Il y a des gens qui considèrent que le journaliste c'est un peu un ennemi. Un ennemi. Que c'est un emmerdeur, pardon de l'expression. C'est pas vrai. Le journaliste n'est pas du tout un ennemi, il n'a pas non plus vocation à devenir un ami, mais c'est un professionnel comme le communicant. Donc voilà, c'est deux professionnels qui doivent se considérer et travailler ensemble en professionnel. Et si je peux me permettre de faire la promo non pas d'un concurrent du décodeur de la com, mais c'est très complémentaire, j'ai enregistré à la demande de Media Connect, c'est une des filiales de l'AFP, une série de chroniques qui reprennent. C'est la seconde série de chroniques qui sont maintenant diffusées par Media Connect. Donc c'est en accès libre. On peut y accéder directement sur les contenus éditoriaux de cette salle de presse numérique. Et ça fait partie toutes les questions que tu viens d'évoquer à l'instant font partie des questions que j'ai traitées dans ces chroniques. Le fait de dire oui, est-ce que le journaliste est un ennemi ou un ami? Toutes ces questions-là, je les traite chronique par chronique méticuleusement pour essayer de bien montrer la bonne façon de travailler entre communicants et journalistes. On n'est pas des concurrents, on n'est pas des ennemis, on est des professionnels qui vont faire notre travail et pour cela on doit se connaître aussi. Merci de le rappeler, c'est extrêmement important, même pour ceux qui sont des communicants, qui font pas nécessairement des relations presse, parce que il y a beaucoup de métiers dans la com, mais bon, on reviendra à ça tout à l'heure, mais il faut le rappeler. Le journaliste, c'est pas l'ennemi, c'est pas un fouille-merde. J'ai encore des gros mots, j'en suis désolé, mais il y a beaucoup de gens qui pensent encore ainsi en 2024 et dans les années à venir, et non, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Et pour Media Connect, c'est vachement bien, je tiens à le dire, je tiens à les saluer. J'ai vu les coulisses, je trouve que c'est extrêmement bien fichu et on te voit, tu es tout seul dans le décor. Hein. Alors, c'est dans l'immense, ça se tourne dans l'immense studio photo de l'AFP, au siège de l'AFP. Donc c'est des moyens professionnels formidables avec des équipes aussi de l'AFP. Donc voilà, c'est un très beau boulot. La première série a très bien fonctionné. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont proposé de reprendre du service. Voilà, c'est un partenariat éditorial gagnant-gagnant. Et moi je les remercie. C'est formidable qu'ils me donnent cette tribune pour valoriser le travail de la communication et donc plus particulièrement des relations presse, et aussi de l'intelligence collective que doivent avoir les communicants et les journalistes. Donc c'est super. Moi j'ai toujours adoré les relations presse, j'ai toujours
été très investi dans les relations presse parce que, comme je le disais, pour moi, les relations presse, c'est absolument clé. C'est vraiment une compétence clé dans la communication. Ça l'est toujours et donc je continue de valoriser l'importance des relations presse. Et c'est vrai que c'est aussi une des parties de la com dont on parle très très peu et souvent les agences de RP, les attachés de presse, les conseillers presse me disent merci de parler de nous parce qu'on parle toujours de la com mais on parle jamais des relations presse. Un métier de l'ombre, un métier de la discrétion, un métier de labeur. Quand on dit que c'est de la disponibilité, oui, l'attaché de presse ou la personne qui fait les relations presse pour un dirigeant ou un politique, parfois doit se lever à 4 heures du matin pour l'accompagner faire une matinale avec pas d'autre utilité quelque part que d'être présent, d'être rassurant, de lui donner de la chaleur. C'est pas vous qui parlez, c'est pas vous qui faites l'émission, mais vous êtes là pour accompagner, pour donner quelques derniers éléments, pour de partager une actualité qui vient de tomber juste avant de rentrer sur un plateau. Donc là aussi, c'est un gros travail de disponibilité, de présence et de connivence, de complicité intellectuelle. Donc il y a des liens très forts entre les gens qui font des relations presse et puis ceux pour lesquels ils travaillent, parce que il y a vraiment un fort besoin de confiance aussi entre relations presse et personnes pour lesquelles vous faites les relations presse. C'est limite votre jumeau, c'est absolument fondamental et c'est, comme tu le dis très justement, vraiment un métier de l'ombre. Il y a rarement des attachés de presse qui sortent du lot, c'est très 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 rare, même quand ce sont des indépendants. Qui sortent du lot, si, certaines, si, j'allais dire certainement si, mais pas qui sont exposés. Pardon, voilà. Je me suis mal exprimé exactement, pardon. Qui sortent du lot parce qu'il y en a d'excellents et qui sont connus comme tels, il y en a des excellents qui doivent pas être connus, mais la liste est tellement longue des gens qui sont fabuleux dans les relations presse, mais on ne les connaît pas parce que le propre de leur métier, c'est d'être derrière leurs clients. On est d'accord, ils ne prennent pas la lumière, comme on dit, sous les arcanes maçonniques. Oh là, alors attention, celle-là, elle est belle. Et merci de l'avoir écrit. La RSE, ce n'est pas de la com. Et oui, c'est un des travers avec l'arrivée du développement durable, puis de la RSE, et puis CSG, quel que soit le logo, quel que soit l'acronyme, on a toujours eu un peu tendance à imaginer que derrière ce sujet clé et qui est une nouvelle valeur pour l'entreprise, et de plus en plus regardée notamment dans les notations extra-financières, on a fait de ce sujet, où on risque parfois de faire de ce sujet qu'un sujet de communication. Oui, on peut communiquer sur la RSE, et oui, il est intéressant de communiquer sur la RSE. On n'est pas obligé d'ailleurs de n'en faire qu'un sujet de valorisation, mais assurément, ce n'est pas de la com. C'est un sujet à part entière, un sujet, personnellement, je recommande d'attacher au plus haut niveau de l'entreprise, donc à la direction générale ou à la présidence de l'entreprise. Et donc, un sujet sur lequel il faut, et l'entreprise peut se valoriser en faisant de la com, mais ce n'est pas pour autant un sujet de com, pas plus que la finance, pas plus qu'autre chose. Merci à toi. Alors merci de le dire parce que ça fait des années que je dis que les directions de la communication et de la RSE qui sont mélangées. Alors tu l'as eu chez Foncia, ce titre-là. Je l'ai eu à peu près pendant 20 ans dans l'entreprise. Je l'ai eu pendant 20 ans dans l'entreprise, mais sans qu'il y ait un amalgame entre ce qu'était la communication et ce qu'était le développement durable ou la RSE. Et d'ailleurs, au sein de mes équipes, j'avais toujours un dirigeant, un N-1, un directeur ou directrice qui avait ce pilotage en charge et qui n'était pas un communicant, c'était une personne qui avait des compétences spécifiques pour mener ces dossiers-là. Donc ça m'était rattaché. Alors que ce soit bien ou que ce soit pas bien, c'est un autre sujet. Ça m'a été rattaché, mais je n'ai pas fait l'amalgame et j'ai accompagné la communication de ces sujets, mais je n'en ai pas fait des sujets de communication et ça n'a jamais été considéré comme étant que de la communication. Alors félicitations à toi parce que souvent c'est finalement un blanc-seing pour le greenwashing, et puis faire que des très jolis visuels avec des enfants ou des campagnes ou des mapmondes ou la mer, une forêt, tout ça. Bon, j'en peux plus. Ça suffit. Ça suffit. Excuse-moi, Fred, je suis en train de m'énerver pour cette 100e, mon Dieu. Mais tu as raison de le rappeler. Et heureusement, c'est très bien que tu le dises. Oui, il peut y avoir, je suis pas très très fan, mais il peut y avoir la direction de la communication et de la RSE, mais les personnes ou la personne qui s'occupe de la RSE, c'est pas nécessairement un communicant. S'il a ce talent-là, félicitations. Mais la RSE, c'est autre chose, mon sang. C'est tout à fait autre chose. Personnellement, j'aurais plutôt préféré, même si ces sujets me passionnent, j'aurais plutôt préféré ne pas avoir à les piloter en direct, parce que ça représentait aussi une charge mentale importante et un poids vraiment très différent de celui de la com. Donc c'était
voilà, c'était une charge dont je me serais bien passé, mais je l'ai fait avec plaisir. Comme je dis, ces sujets m'intéressent, mais c'est bien mieux que ce soit traité et piloté par des gens dont c'est uniquement le métier. De la même façon, quand c'est pas la com, souvent on le met au RH. C'est pas bien davantage RH. Oui, il y a toute la dimension sociale et RH, mais c'est pas pour autant que ce soit un sujet RH. C'est bien, je pense qu'il est temps aujourd'hui, notamment dans les grands groupes, que ce soit une fonction à part entière et qu'elle soit directement rattachée au comité de direction, au COMEX, aux dirigeants, comme toute autre fonction de ce niveau. On va parler maintenant de crise. Et Dieu sait si tu sais ce que c'est. J'adore la crise. Ouais, j'adore pas les créer, mais j'adore chercher des solutions. Alors tu dis très justement, communiquer c'est s'exposer, donc prendre des risques. Ben ouais, c'est la vérité. Bah tout simplement, c'est la vérité. Si on veut vivre heureux, on vit caché, comme disaient nos anciens. À partir du moment où on fait le choix de s'exposer, parfois on n'a pas le choix d'ailleurs, mais si on fait le choix de s'exposer, on prend des risques. Si on est exposé de fait, il y a des risques. Donc oui, communiquer, il y a une part de risque. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas imaginer qu'on va tout maîtriser ou que tout va se faire selon nos propres désirs, puisqu'à partir du moment où on entre dans un jeu collectif, eh bien, toutes les parties prenantes vont interagir et vont avoir un éventuel impact positif, négatif, neutre sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on va dire, sur ce qu'on va être. Donc, oui, il y a une part de risque et la gestion du risque fait partie des qualités, des compétences du communicant. Mais j'imagine que gérer une crise que je n'ai jamais eu à faire, parce que je ne fais pas ce genre de choses-là chez Maverick, ça doit être extrêmement excitant, bon, épuisant également, mais quel kiff malgré tout, parce que là, bizarrement, personne vient t'emmerder. Hein. C'est pas j'aime pas, hein. C'est fini. Hein. Là, on est d'accord que sur la gestion de crise, le communicant est beaucoup plus respecté. Après, il peut y avoir une forme de concurrence avec le juriste, mais là, encore une fois, c'est une question d'autorité. Il ne peut pas ne pas y avoir de juriste dans une gestion de crise, comme il ne peut pas y avoir il ne peut pas ne pas y avoir de communicants. Donc, les deux ont leur place. Les deux devraient rester à leur place. Le juriste n'a pas la capacité de communiquer. Un communiqué de presse qui est relu par un juriste, ce n'est plus un communiqué de presse. Et un communicant ne va pas régler une affaire juridique. Ce n'est pas son métier. Donc là, j'ai dévié de la question, mais en tout cas, sur la partie excitante, oui, il y a une relative excitation à gérer la crise. Elle n'est pas toujours positive. Il y a une relative excitation parce que c'est une situation exceptionnelle. Donc, on est en activité exceptionnelle, en mode de fonctionnement exceptionnel. Le cerveau doit fonctionner beaucoup plus vite. Les solutions doivent arriver beaucoup plus vite. Et toutes les interactions qu'il y a autour de soi sont très fortes. Donc, dans ce sens-là, oui, il y a une excitation. Il y a une excitation dans la satisfaction de trouver des solutions, de les chercher d'abord, de les trouver ensuite et de voir leur impact. Parfois, l'excitation, elle est aussi très pénible et très dure, notamment quand il y a des victimes. Voilà, il y a aucun plaisir à gérer une crise dans laquelle on va avoir plein de blessés ou plein de morts ou un environnement qui va être détruit. Donc voilà, il y a des crises qui peuvent être excitantes intellectuellement. Il y a aussi des crises qui sont très dures émotionnellement, personnellement, parce que ce sont de vraies épreuves à traverser. Et là, justement, tu dis que chercher à jouer avec les émotions, ça peut être extrêmement dangereux au final, hein. En com de crise, pardon. C'est un jeu effectivement très dangereux parce que ça veut dire que si on essaye de jouer avec les émotions, c'est-à-dire qu'on manque d'arguments ou alors on cherche à faire le malin en manipulant les personnes. Jouer avec les émotions, quelque part, c'est manipuler. Hein. Donc à partir du moment où on cherche à manipuler, on peut être découvert, ça peut se retourner contre soi. Donc ça me paraît assez dangereux et particulièrement en situation de crise où l'idée c'est plutôt de sortir de la crise, sortir la lumière, de faire déplacer la lumière pour qu'elle ne soit plus sur vous mais sur un sujet annexe. Donc à l'organisation pour laquelle on travaille, ça ne me paraît pas être une bonne idée. Parfois, c'est peut-être la seule stratégie possible. Je dis, je redis, je répète tout le temps qu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas une méthode pour gérer la crise. C'est vraiment chaque crise doit s'apprécier avec ses spécificités dans son temps, dans son secteur, dans son moment. Donc, éviter jouer avec les émotions ne me paraît pas être une des premières recommandations en communication tout court, en communication de crise tout particulièrement. Une autre punchline, et celle-là tabasse très très fort. Toujours dans la communication de crise, mieux vaut paraître coupable que salaud. Là, on est dans l'émotion absolue. Là, on est dans l'émotion forte et elle fait notamment référence aux crises dans lesquelles il y a des victimes. À partir du moment où on se retrouve, on est à la tête d'une organisation qui vit une crise et qui a subi des pertes humaines ou qui a en tout cas des victimes, des accidentés,
alors vous ne pouvez pas tout d'un coup venir vous présenter ni devant vos actionnaires, ni devant vos collaborateurs, ni devant la presse, ni devant les institutionnels en expliquant que l'entreprise n'est pas responsable parce que l'entreprise elle a correctement formé ses collaborateurs, parce que le niveau de qualité et de sécurité était optimum. La preuve que non, de toute façon. Et même donc si vous n'avez effectivement rien au final à vous reprocher, si vous n'avez aucune culpabilité, si c'est la crise est liée à un facteur extérieur, à une faute personnelle et donc pas de l'entreprise, de toute façon, la première réaction dans ce genre de situation, c'est quand même l'empathie et c'est l'attention portée aux autres. Et donc tant pis si vous pouvez pendant un temps passer pour responsable, mais en tout cas, il faut pas passer pour salaud, parce que ça, c'est la pire des choses, et ça sera l'image qui vous collera le plus longtemps à la peau, alors que la culpabilité, la responsabilité, elles se dilueront dans le temps. Donc, mieux vaut paraître coupable que salaud. Une autre punchline que je trouve très très forte, et franchement, je suis un peu tombé de ma chaise. S'entraîner à ni oui ni non, c'est s'entraîner à la communication de crise. Alors, il faut que tu nous expliques tout ça parce que je trouve ça très très fort. Alors, évidemment, moi j'ai lu le livre. Je vous invite encore une fois à acheter Anthologie de la communication, Anthologie de la com, par Monsieur Fougera qui est face à moi. Mais explique-nous, s'entraîner à un ni oui ni non, c'est s'entraîner à la com de crise. Explique-nous, s'il te plaît. Ben c'est un mode d'entraînement. En fait, la communication, la prise de parole, l'expression en communication de crise, c'est une communication qui est vraiment spécifique. Elle n'est pas intuitive. C'est pas parce qu'on est un bon tribun qu'on est bon en communication de crise. C'est pas parce que on aime parler. C'est pas parce que on a du plaisir à échanger avec les autres c'est pas parce qu'on a l'habitude de faire des plateaux télé ou de répondre à des journalistes en radio ou de la presse écrite qu'on est bon en expression de communication de crise. C'est un travail spécifique, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'entraîne, et c'est notamment il y a une nécessité à oublier et à perdre tous ces codes habituels, tous ces codes de courtoisie, de bonne éducation. Quand à l'école ou vos parents, tes parents t'apprennent, si on te dit bonjour, à répondre bonjour. Si on te demande ton nom, à donner ton nom. En communication de crise, il faut oublier tout ça. Donc il faut être capable de ne pas répondre à une question qu'on te pose. Et la meilleure façon, le meilleur exercice de s'entraîner à ne pas répondre à une question qu'on te pose, c'est quelque part le ni oui ni non. Et donc être capable de répondre ni oui ni non à des questions où on t'amène absolument à vouloir te faire dire oui ou non, et ben ça prépare ton cerveau. Alors c'est insuffisant, mais c'est déjà une forme d'exercice, parce que la communication de crise, la prise de parole en communication de crise, ça exige vraiment de l'entraînement. Mais il faut être capable de tout de suite délivrer son message, de savoir qu'on n'a que quelques instants pour passer un message clé, dire l'essentiel de ce que l'on veut que les gens retiennent, se dire qu'il faut répéter les mêmes éléments de langage, parce que peut-être que les 3, 4, 5 minutes vont être réduites à 30 secondes, et donc il faut que dans ces 30 secondes, il y ait l'essentiel du message qu'on veut donner. Et donc le journaliste, lui, là, il vient avec des questions très précises, et le répondant, donc celui qui va communiquer, qui va être le porte-parole en cas de crise, lui, il ne vient qu'avec des éléments de langage à communiquer, pardon. Donc souvent on moque les éléments de langage, on les moque notamment en politique, parce qu'on a l'impression que toute une même équipe politique se répand sur tous les plateaux pour déverser la même propagande, si on peut dire. En communication de crise, c'est pas exactement ça, mais on en est très proche. On a un message, une cible et un message très précis, et on doit absolument y rester. Et donc, peu importe quelque part la question du journaliste, quelle que soit la question du journaliste, on ne dit que ce que l'on a à dire. On ne répond pas à une question, on répond à un contexte. Donc, on vient avec ce qu'on a à dire, et il faut être entraîné pour ça. Justement, chez Tenkan, tu fais beaucoup de communication de crise. En tout cas, tu accompagnes des personnalités du monde du business et autres. Comment tu leur expliques ça? Parce que c'est loin d'être évident. Parce que certains sont d'excellents tribuns, adorent parler, et puis des fois quand la crise te tombe dessus, quand tu ne l'as pas vu venir, c'est là que ça fait très très mal. Comment tu les entraînes? Comment tu les coaches, si je puis dire? Alors déjà, je ne les entraîne pas personnellement. Je travaille avec des journalistes en partenariat qui sont spécialisés sur ces questions-là, des gens dont c'est vraiment le métier, donc ils sont bien plus compétents que moi. Maintenant, quant à la question de savoir comment les sensibiliser, moi j'ai la chance d'avoir la majorité de mes clients sont des gens qui viennent en proactivité de la crise. C'est-à-dire peut-être sont-ils sensibles à mon discours. Quand j'ai créé Tenkan Paris, j'imaginais que j'allais faire 80% de pompier et puis 20% de préparation. En fait, c'est plutôt l'inverse. Je fais très peu le pompier, et je travaille beaucoup avec des gens qui ont la conscience, donc l'intelligence et la conscience, qu'ils ne sont pas préparés à la crise,
que la crise peut leur arriver, leur tomber dessus à tout moment et qu'ils n'y sont pas prêts, que leur entreprise, leur organisation n'est pas du tout préparée à la crise. Donc c'est des gens qui ont déjà cette conscience de la crise. Donc comme je dis, peut-être c'est mon discours qui les sensibilise, mais c'est ça l'essentiel des personnes pour lesquelles je travaille. Et alors, on les prépare, on les entraîne, et il est assez simple avec 2-3 cas pour leur montrer tout de suite qu'ils sont incapables de communiquer en situation de crise. Là, je parle de prise d'expression publique. Il ne s'agit pas de les piéger ou de les humilier, il s'agit de révéler une évidence pour leur confirmer qu'ils ont tout à fait raison d'envisager de s'y préparer, de mettre leur organisation en marche pour être prête à fonctionner en cas de crise, et eux-mêmes, ou d'autres porte-paroles qu'ils auront identifiés dans leur entreprise, être capables de faire ce travail si jamais un jour ça devait se produire. Et puis il y a le fait d'y être préparé, et puis après il y a la préparation plus intensive quand la crise intervient. Mais quand la crise intervient, c'est trop tard pour commencer à y réfléchir. Mais après, il peut y avoir quand même un entraînement de dernière minute, mais c'est bien d'avoir appris, d'avoir des réflexes, de le refaire 1 ou 2 fois par an, régulièrement. Ça n'a rien d'inutile. Et en revanche, c'est redoutablement efficace le jour où on a besoin de sortir cette arme et de s'en servir. Une dernière question sur la crise. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais quelle a été la première crise que tu aies gérée? Est-ce que tu peux en parler? Je ne sais pas si c'est la première, mais une des premières fortes crises que j'ai eu à gérer, c'était en collectivité territoriale. C'était à Nogent-sur-Marne, où une des écoles de la ville était construite sur un ancien site d'extraction de radium. Toutes ces écoles qui souvent en banlieue parisienne s'appellent Pierre et Marie Curie, et dont on disait qu'il y avait du radium en plus forte quantité qu'à la normale, et que donc ça risquait de mettre en danger les enfants. Et c'est des sujets qui reviennent à chaque élection. Et je travaillais j'étais le directeur de cabinet d'une maire qui s'appelait Estelle de Bacquer à l'époque, et qui était très pragmatique. C'est pas une politique, elle venait du privé. Peut-être que c'est ce qui faisait qu'elle était plus pragmatique que la moyenne, ou peut-être que parce que c'était une femme aussi. Les femmes en politique, elles ont parfois des visions plus simples, non pas simplistes, mais plus simples et plus pragmatiques. Elle a décidé de prendre un certain nombre de mesures et de les partager en toute transparence. De faire analyser la terre des cours d'école, de recouvrir ces cours d'école de bitume avec des cheminées pour permettre l'extraction des gaz. Le radon, ça reste naturel, hein. De faire des mesures régulières, d'afficher ces mesures, de contrôler ces mesures et leur évolution ou pas dans le temps, de faire aussi des analyses sur la santé des enfants sur les 20-30 dernières années qui avaient fréquenté cette école, de voir s'il y avait plus de cancer ou pas chez ces enfants. En l'occurrence, c'était pas le cas. En l'occurrence, il y avait moins de radon que si on se promène en Bretagne où naturellement il y a beaucoup plus de radon. Donc tout ça permettait en toute transparence de rassurer les gens, d'abord de savoir, parce que souvent on est dans le fantasme mais on ne sait pas. Donc là on avait des données, on savait, et on était transparent et on suivait. Et puis il y a une ministre de l'enseignement scolaire, je crois que c'était son nom, qui s'appelait Ségolène Royal, et qui peut-être a imaginé qu'elle pourrait faire sa com en dénonçant une mère qui serait une criminelle et qui mettrait en danger les enfants. Et elle est venue sommer la maire de Nogent-sur-Marne de fermer cette école parce qu'elle mettait en danger les enfants. Et là, nous avons eu à gérer une double crise, puisque c'était ta question de départ, une crise de communication, une triple crise même de communication, une crise politique et une crise financière. Parce que si la maire répondait à cette injonction de fermer l'école, ça voulait dire que c'était le contribuable nogentais qui devait assumer le coût financier de la fermeture et de la reconstruction d'une école. Et en l'occurrence, il n'y avait pas rien ne justifiait que cette décision se prenne au regard de toutes les études et de tout le travail justement qui avait été mené. Et nous avions tous les médias à peu près contre nous, puisque évidemment c'était assez simple de dire cette femme est une folle, elle veut tuer les enfants dans sa ville. Enfin, quelque part, ça permettait de raconter une histoire, tout à fait, de faire de l'événement déjà médiatique autour d'une histoire un peu sordide. Mais la maire de Nogent de l'époque a tenu bon, et elle a poussé la ministre dans ses retranchements qui ne pouvaient plus faire autrement que
demander aux représentants de l'État, c'est-à-dire au préfet, de fermer l'école, mais dans ce cas, d'assumer financièrement le coût de la fermeture et de la reconstruction d'une école. Et c'est l'intégralité des contribuables français qui ont payé cette école, au lieu que ce soit seulement les contribuables nojentais, ce qui, de mémoire, ça devait tripler leur niveau d'impôts locaux pour pouvoir financer ce coût politique. Et donc ça, c'était une sacrée expérience de crise, parce que ça a duré aussi très longtemps, et avec une ministre très médiatique et une maire qui ne l'était pas, une maire qui venait de la société civile et qui était jeune par rapport à une ministre qui avait déjà beaucoup d'expérience. Voilà, des médias qui étaient bien plus emballés et certainement bien mieux gérés aussi côté ministériel que de notre côté, que de mon côté, qui n'avait pas cette expérience des médias politiques et nationaux. Donc voilà, ça c'était certainement une des premières crises, en tout cas les plus importantes que j'ai eu à gérer. Eh ben, on salue Madame de Backer qui a été sévèrement ovérée, si je puis dire. Je dis bravo parce que, en effet, Ségolène Royal, c'est quand même une rockstar. Mais oui, ça l'était déjà à l'époque. Exactement, ouais, ça l'a toujours été finalement. On l'a toujours connue célèbre, si je puis dire, depuis 80, donc ça date pas d'hier. Je dis bravo à cette dame. Elle a été réélue ou pas? Elle n'est plus élue aujourd'hui. Non, elle n'a pas été réélue. Ah, pas pour cette raison. Pas pour cette raison-là. Pas pour cette raison. Bon, Peut-être parce que c'était une femme. Alors peut-être aussi, mais tu verras qu'on va parler des femmes. Tiens, je rebondis sur la communication publique et politique puisque ça fait partie de tes grands chapitres. Et là tu dis, une règle simple de la com publique ou politique, c'est d'être accessible au plus grand nombre. On est bien d'accord, c'est le bon sens qui parle, mais j'ai eu l'impression que ça n'est pas nécessairement un bon sens près de chez tout le monde, si je puis dire. La différence entre la communication publique et la communication politique par rapport à la communication corporate, c'est que la communication corporate, souvent, elle définit une cible. Donc, elle identifie une communauté à laquelle elle souhaite s'adresser. Quand on fait de la communication politique au public, alors la communication politique, on s'adresse à tous les gens en âge de voter, et la communication publique, quelque part, on s'adresse à tout le monde, que les gens soient électeurs ou pas. De toute façon, ce sont des utilisateurs de l'espace public et de la ville. Et donc, pour avoir la meilleure relation, encore une fois, communiquer, c'est créer la relation. Pour avoir la meilleure relation avec cette cible qui est globale, mais il faut arriver à la toucher, il faut l'approcher, il faut arriver à dialoguer avec elle et à s'en faire comprendre. Donc c'est vraiment un des enjeux de la com publique, c'est vraiment de pouvoir toucher toutes ces cibles, et pour ça il faut être le plus accessible possible. Accessible parce qu'il faut que le message puisse passer dans le sens circuler, et il faut que le message puisse passer dans le sens être compris. Et la clarté du propos, c'est également une énorme force, une très grande force. Et la clarté du propos, évidemment, ça paraît évident, mais c'est aussi beaucoup plus simple. Et on a tous à l'esprit, et je ne dis pas que j'aurais fait mieux, c'est pas une question de jugement, c'est juste une question de mémoire. Nous avons tous à l'esprit la communication qui a eu lieu au moment de la crise Covid, les premières communications, où il y avait tellement d'injonctions contradictoires, où on expliquait aux gens qu'il fallait pas aller travailler, mais on expliquait qu'on avait besoin de gens pour l'agriculture, on expliquait qu'il fallait pas porter le masque, ça servait à rien, mais après on disait que le masque était obligatoire. Alors il y avait une telle méconnaissance du sujet, pas par incompétence, parce que vraiment on était face à de l'inédit total, qu'on a pu noter de grosses cacophonies dans la communication publique. Là, on n'était pas du tout dans la clarté, quoi. Et là aussi, ça montrait une chose, c'est qu'en matière de communication, il faut qu'il y ait un pilote. Et là, il y avait plein de pilotes différents. Il y avait un pilote à l'Élysée, il y avait un pilote chef du gouvernement, il y avait des pilotes dans les ministères, il y avait des pilotes en région, dans les villes, alors qu'il aurait fallu qu'un seul pilote en communication tout court et en communication de crise, assurément, il ne peut pas y avoir plusieurs pilotes de la com, quoi. Au risque qu'il y ait plein d'injonctions contradictoires. Et que ce soit la cacophonie. L'authenticité, c'est l'égal de la crédibilité, du moins souvent. On est bien d'accord, Fred? En tout cas, c'est ma pratique. Je pense qu'on a beaucoup plus à gagner à être authentique, du coup à être singulier. La singularité en communication, c'est important. En communication politique aussi, évidemment, mais de façon générale, comment se distinguer si ce n'est par sa singularité? Donc si on est lisse ou comme tout le monde, on ne sera pas identifié, et c'est beaucoup plus facile d'être soi-même, parce qu'on n'a pas besoin de chercher à construire un personnage ou une histoire. On est ce qu'on est, avec ses forces, avec ses faiblesses, mais quelque part, cette singularité, elle permet de se distinguer, et c'est finalement pour moi une force. En politique aussi, la communication est responsable. Tiens donc. En tout cas, je le souhaiterais. On est bien d'accord. On le souhaiterait. Donc rien d'autre à rajouter sur ce sujet. Mais je pense que l'homme et la femme politique doivent être des rôles modèles, et donc jouer de leur popularité, si ce n'est de leur notoriété, pour être justement responsables. Et ça serait bien qu'ils le soient. C'est pas toujours le cas. Un dernier point sur la com publique, où là tu dis quelque chose qui est absolument fondamental.
Il n'est plus possible de ne pas considérer un usager comme un client. Il ne faut pas sombrer dans le clientélisme, que soyons bien clairs. Mais oui. Mais c'est intéressant que tu évoques le clientélisme parce que quand l'animal politique se présente aux élections, là, le clientélisme ne le dérange pas et Jamais. donc chaque potentiel électeur est donc bien un client. Et une fois élu, finalement, alors ce n'est pas lié directement à sa fonction d'élu, mais après à l'administration à la tête de laquelle il se retrouve, finalement, l'administré n'est plus tellement considéré comme un client ou l'usager n'est plus tellement considéré comme un client. C'est aujourd'hui une exigence en fait des gens. Il y a des nouvelles exigences, des nouvelles façons de vivre, de consommer la vie, de consommer les services publics. Et donc c'est une erreur si on ne considère pas les gens comme étant des clients et comme ayant des attentes légitimes de clients. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas se faire respecter, ça veut pas dire que le client a toujours raison, mais en tout cas un client ça se respecte, ça se considère. Je vais prendre un exemple auquel j'ai été confronté aujourd'hui même. Une amie qui ouvre un restaurant, qui reprend un fonds de commerce pour ouvrir un restaurant, et il lui faut obtenir une autorisation pour avoir une terrasse permanente et une terrasse estivale. Eh bien, dans cette très grande ville dans laquelle elle se trouve, d'abord, alors que c'est une continuité, un renouvellement, il faut refaire 2 dossiers et repartir de A jusqu'à Z. Et on l'informe que l'instruction, déjà le seul mot instruction me paraît tellement décalé, demandera minimum 2 mois. Alors 2 mois pourquoi ? 2 mois pour pas grand-chose, puisqu'il s'agit juste de reproduire une autorisation qui est déjà faite. Mais voilà, là on est complètement déconnecté entre ceux qui ont besoin de travailler et ceux qui vont produire de la richesse pour financer ceux qui accordent les autorisations. Là on n'est pas considéré ni comme un usager ni comme un client, mais comme un citoyen des années 60. On va maintenant parler de pédagogie. Et là, c'est pour tordre le cou à toutes les idées reçues. Idées reçues et fantasmes aussi. Oui. Beaucoup de fantasmes sur la com. Et là, tu dis quelque chose qui est absolument magnifique. Pour justement contrecarrer toutes ces bêtises, la communication n'est pas là pour prendre le pouvoir, mais pour en donner. En fait, derrière cette formule, c'est une réflexion-réaction par rapport à beaucoup dans l'entreprise ou dans les organisations qui ont peur que la com prenne trop de place. Mais la com, elle vient pas prendre la place des autres, elle vient donner de la place aux gens. La com, elle vient pas prendre la lumière, elle vient donner ou mettre de la lumière sur les autres. Donc oui, la com peut aussi parfois prendre la parole si elle est dans une fonction de porte-parole, mais c'est toujours au service des autres, c'est toujours au service de l'entreprise, au service de la marque, au service de la promotion du service, pour aussi préserver, protéger en cas de situation de crise. Donc la com, elle est pas là pour dominer ou prédominer quoi que ce soit. La com, elle est là pour donner du pouvoir, et plus la com est forte, plus elle donne du pouvoir à chacun. Donc la com ne prend la place de personne, elle donne une meilleure place, plus valorisante à celles et ceux qui peuvent en avoir besoin au sein de l'entreprise ou d'une organisation. Alors vous qui nous écoutez, vous le notez, vous le passez à tous vos patrons et patronnes pour que tout le monde comprenne bien que la com n'est pas une voleuse. Une autre très belle punchline. En communication, l'objectif est d'être écouté et de convaincre, et pas de s'écouter. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça, Frédéric ? Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Qui n'a pas assisté à un discours, une présentation qui n'a en réalité aucun intérêt, où seule la personne qui s'exprime se fait plaisir en s'écoutant parler et non pas en partageant quelque chose, en ne transmettant rien. Donc évidemment, la communication, c'est pas ça son boulot. Donc j'espère que c'est rarement ça, mais en tout cas, parfois le donneur d'ordre peut nous pousser à faire en sorte que lui va prendre du plaisir à s'écouter, mais ne va rien partager, ne va rien transmettre. Donc il faut veiller à ça, et c'est aussi un petit rappel. On n'est pas là pour s'écouter ou pour se faire plaisir, on est là pour écouter et pour se faire entendre. Merci, la communication n'est pas synonyme d'onanisme. Merci de le rappeler, Fred. Très intéressant, tu l'as évoqué tout à l'heure. Avec la crise Covid, la communication ne se découpe pas. Elle ne peut avoir qu'un seul pilote et une seule vision. La question de la vision en communication, elle est vraiment clé. La communication, c'est essentiellement ou avant tout de la cohérence, de l'unité dans le discours, dans l'image. Donc, elle ne peut être portée que par
une seule personne, une seule vision. Et il y a des entreprises qui ne comprennent pas ça. Et effectivement, le rapport à la crise Covid, c'est que certaines entreprises, suite au Covid, ont liquidé leur direction de la com en répartissant les services com, la com corporate au juridique, la com financière à la direction financière, la com interne et image employeur au RH, la com commerciale au business ou au développement business. Et donc avec autant de visions différentes et autant de façons différentes de communiquer, éventuellement contradictoires, c'est une aberration totale. J'ai presque envie de dire, ne faites pas de com si c'est pour faire de la com comme ça. La com, elle doit être portée par une vision. Une vision, c'est une personne. Après, la com, elle travaille au service de plein de clients internes et donc au service du recrutement, au service de la finance, notamment dans les groupes cotés ou quand il y a des obligations de communication financière, au service des RH pour le recrutement. Donc au service de plein de clients internes, chacun avec une facette de la communication, mais avec une vision et une cohérence qui ne peut pas se diviser. Est-ce que tu dirais que avoir le sens de la communication ou être un professionnel de la communication, c'est avoir le goût des autres? J'en veux pour preuve un de tes livres. Jeu de mots ou sympathique référence. Mais oui, la communication, c'est d'écoute, de l'observation et donc de l'empathie. Si on ne s'intéresse pas aux autres, si on n'a pas envie d'entrer dans les autres, de les connaître, de les comprendre, de ressentir leurs sentiments, leur sensibilité, il faut faire un autre métier parce que personne n'est obligé de faire de la com. Mais par contre, il faut avoir ces qualités-là pour bien faire de la com. Nous sommes bien d'accord. On passe aux réseaux sociaux et après on va passer aux questions du public. Alors je peux dire que dans les questions du public, ça tabasse aussi. Question des professionnels peut-être. Ah oui, que des professionnels. Enfin, tu verras, mais j'ai trié tout le monde sur le volet. C'est un petit peu l'équipe de France de la communication qui pose une question à son grand capitaine, à son grand commandeur, si je puis dire. Bref, vous verrez, c'est un private joke. Les réseaux sociaux, très intéressant. Il ne faut pas confondre popularité avec notoriété et influence. Est-ce que tu peux nous expliquer ces trois concepts? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui se disent « je suis populaire, donc je vais pouvoir être influent et je vais devenir riche et célèbre ». Alors peut-être, mais pas obligatoirement. Effectivement, trois nuances importantes sur ces trois mots que parfois on ne manie pas en mesurant la vraie valeur. Et pour parler de valeur, je pense que la popularité, c'est une valeur quantitative. C'est je suis connu d'un très grand nombre de personnes. C'est une chose. La notoriété, elle, c'est une valeur qualitative. C'est-à-dire que je suis reconnu, je suis notoire. Et donc, je suis peut-être connu par moins de monde, mais en revanche, on me reconnaît des qualités. Et l'influence, c'est une valeur ajoutée, quelque part. C'est parce que je dis ou je fais quelque chose que je vais être suivi. Donc, la notoriété, la popularité et l'influence peuvent aller ensemble, mais il ne faut pas confondre les trois. Et évidemment, pour être influent, il faut un minimum de notoriété et un peu de popularité, mais beaucoup de popularité ne suffit pas à être notoire ou à être influent. Et justement, on ne devient influenceur que lorsqu'on est utile à une communauté. Ça, c'est important de le rappeler, notamment aux plus jeunes qui souvent me demandent comment on fait pour être influenceur. Et en fait, je pense que c'est pas une question, c'est pas une bonne question, c'est pas une question à se poser. En fait, on ne cherche pas à être influenceur, on le devient et on le devient parce qu'on a été utile à une communauté, utile parce qu'on fait rire des gens, utile parce qu'on apprend à des gens, utile parce qu'on touche des gens. Donc, peu importe le sujet, la thématique, mais c'est parce qu'on va apporter quelque chose à des gens qui, en se regroupant, forment une communauté. Là, on va devenir au moins populaire et notoire, et peut-être influent en fonction du sujet qu'on traite, s'il est professionnel, pas professionnel, s'il est technique ou pas. Mais chercher à être un influenceur, je pense que c'est pas un bon chemin à prendre parce qu'on risque de ne pas le trouver. C'est par le travail et par l'utilité qu'on va éventuellement avoir ou jouer une influence sur un certain nombre de gens qui s'intéressent à votre travail, justement. Merci de le rappeler à nos chères petites têtes blondes ou les très très jeunes, puisque j'ai appris qu'il y avait la moitié des gamins américains qui voulaient devenir célèbres. Juste ça, c'était leur job. Mon Dieu. Une dernière punchline. Dans l'influence, c'est pas la taille qui compte, mais l'engagement. Et là, tu viens de le dire, il faut apporter quelque chose aux gens. Mais exactement. Exactement. Là, il y a eu longtemps ou au moins quelques années après le début des réseaux sociaux, une course à la taille. On ne pensait n'avoir de valeur que si on avait un nombre extrêmement important de followers ou d'abonnés sur ces comptes sociaux. Après, on s'est rendu compte que les nano-influenceurs
coûtaient beaucoup moins cher et pouvaient rapporter beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'on comprenait qu'ils avaient des cibles ou des communautés beaucoup plus ciblées, et que donc l'impact qu'ils pouvaient avoir sur leur cible, même si elle était moindre, était beaucoup plus fort que des communautés très larges qui finalement sont beaucoup plus dispersées et ont moins d'intérêts communs. Quand on a 1 million de followers ou 1000 followers sur une même thématique, le million a plus de probabilité de ne pas avoir autant de force et d'intérêt commun que le 1000 à côté, qui lui peut-être sera davantage concentré en intérêt collectif. Et on le voit, et cette notion d'engagement, on le voit aussi. Je l'ai vu quand je bossais dans la restauration comme VP du groupe Elior, et je l'ai vu avec les grands chefs cuisiniers. On avait un sentiment qu'il y avait aussi là une course à celui qui aurait le plus grand nombre de followers sur les réseaux sociaux. Mais si certains avaient 100 000, 200 000, 300 000 followers sur les réseaux sociaux, ce qui était intéressant, c'était de voir qu'il y en avait qui avaient tout de suite 300, 500, 600 engagements, 1000 engagements quand ils faisaient une publication, et puis d'autres qui avaient 3, 15, 20 engagements sur leur publication, alors qu'ils avaient des communautés gigantesques. Ben oui, parce que probablement que certains avaient dû faciliter ou s'aider à faire grossir leurs chiffres d'abonnés, mais que ce n'était pas de vrais abonnés, et donc ça montrait bien que c'était pas la taille qui comptait et qu'il fallait suivre, et donc t'es pas intéressant ou important parce que t'as beaucoup de followers, mais parce que t'as beaucoup d'engagement, parce que t'as beaucoup de repartages, parce que t'as beaucoup de commentaires. C'est là où, et donc c'est cette donnée d'engagement qui pour moi est bien plus importante que la donnée du nombre en tant que telle. La donnée du nombre, quelque part, si ce chiffre est sincère et qu'il n'a pas été acheté, parce qu'on peut acheter des followers, des abonnés, mais même s'il est sincère, il ne relève que de la popularité et pas de la notoriété, encore moins de l'influence. Donc c'est l'engagement révèle plutôt la notoriété, alors que le chiffre ne révèle que la popularité. Et être populaire en tant que tel, ça sert pas à grand chose, même pas à se présenter à des élections, puisque ça veut pas dire parce qu'on est connu que les gens vont voter pour toi. On va passer à la seconde partie de cet entretien fleuve. Et je te remercie encore une fois de nous parler de ton nouveau livre, Anthologie de la com, Paroles de dire com, paru chez Bréal depuis le 13 mars. Donc courez l'acheter, en vous remerciant, ou achetez-le de manière digitale, mais achetez-le. Vous verrez, c'est très simple à lire, mais surtout, je pense que c'est limite comme un mantra. Et lorsque j'ai dit, Fred, que tu serais mon 100e invité solo, alors là, ça s'est bousculé au portillon. J'ai jamais été aussi célèbre. Donc, j'ai fait une sélection un peu drastique. Je vous prie de m'en excuser, chères auditrices, chers auditeurs et chers amis. J'ai sélectionné une petite dizaine de personnes. Et on va commencer par la première question. La belle Céline Branaroche qui te dit la chose suivante. Bonjour Frédéric, je suis Céline Brana, je suis responsable communication de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Est-ce que selon vous, un bon communicant, c'est une personne qui a une capacité d'agréer son métier de communicant, quelle que soit la thématique ? Ou alors est-ce qu'on ne peut être un bon communicant, prodiguer de bons conseils, que si on est intéressé, passionné, porté par le sujet sur lequel on est censé communiquer ? Merci. Très intéressante question, parce qu'en plus je me la suis régulièrement posée, moi qui suis passé d'entreprises industrielles ou de services, en passant de la restauration à la recherche et développement, des ressources humaines à la pharmacie, du pétrole à l'immobilier, en passant par la restauration. Donc la question, j'ai dû me la poser à de nombreuses reprises. Et je pense, en tout cas avec le recul, que la thématique ne change rien. Elle ne change rien ni aux compétences, ni à l'expérience. Notre métier, c'est toujours le même. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Je le contrebalance par le fait que le niveau d'engagement ne va pas être le même si on est passionné par le service ou l'activité de l'entreprise dans laquelle on bosse, ou de la collectivité ou de l'organisation publique. Donc c'est le niveau d'engagement qui peut un peu changer. Parfois le temps d'apprentissage et de connaissance du métier aussi peut prendre un peu plus de temps. Et parfois on se trompe. On pense que dans des métiers qui paraissent très complexes, ça va être très compliqué d'y rentrer. Puis dans d'autres métiers, on se dit non mais ça n'importe qui peut le faire. Et on se rend compte que c'est pas du tout le cas, et que parfois les difficultés ne sont pas là où on l'imagine, ce qui a tendance à illustrer la débilité des a priori. C'est tout le temps les a priori nous trompent, les a priori sont nos ennemis. Donc voilà, je pense que notre métier c'est toujours le même. C'est même très intéressant de l'exercer dans des secteurs très très différents, parce que ça évite de reproduire des schémas toujours identiques et propres à un secteur. On apporte des choses très nouvelles. Mais le niveau d'engagement va pas être le même, ou le temps d'apprentissage et de connaissance du métier ou du secteur, lui peut être un petit frein ou peut être un peu plus compliqué.
Et on est plutôt dans un pays où vous ne pouvez faire de la com dans une banque que si vous venez d'une banque, dans la restauration que si vous venez de la restauration. Mais l'inverse est aussi possible. Je vous ai dit mon parcours et les différents secteurs par lesquels je suis passé. C'est donc tout à fait possible aussi. Après, il faut aussi en avoir envie. Hein. On peut trouver ça plus confortable de rester toute sa vie dans le même secteur. Aucun jugement à porter là-dessus. Mais en tout cas, moi, je vois pas de différence. Et donc réponse double pour Céline. Alors, une autre Céline. Bonjour Frédéric, moi c'est Céline Guérand, je suis directrice communication de l'université Sorbonne Paris-Nord. Dans un de vos écrits, Pensée secrète, qui a beaucoup résonné en moi, vous dites « Qui a imaginé que l'énergie qui me porte m'a aussi petit à petit ruiné la santé, épuisé moralement ?» Alors Frédéric, pensez-vous que le poids des responsabilités d'un DIRCOM aujourd'hui est sous-estimé, voire invisibilisé par l'image de notre métier bien trop souvent associée aux paillettes ? Certainement, sans aucun doute. Je pense que même au sein de l'entreprise, même le dirigeant de l'entreprise ne réalise pas toujours ce qu'est le travail de son DIRCOM, ce qu'est la charge mentale, le fait qu'un DIRCOM, et c'est normal, hein, comme plein de dirigeants décident toute la journée. Donc chaque décision, c'est supposé être une réflexion, mais c'est aussi une analyse de risque, de conséquences de sa décision. C'est aussi un métier de l'ombre, donc on ne voit pas tout ce qui est fait. Moi, je dis souvent qu'on fait beaucoup de plomberie quand on fait de la com. Donc toute cette plomberie-là, on ne la voit pas. Les choses fonctionnent, les choses se passent bien, donc ça paraît normal. Mais derrière, il y a énormément de travail. J'évoquais tout à l'heure l'attaché de presse qui se lève à 4 heures du matin pour accompagner quelqu'un dans une matinale, mais c'est aussi ceux qui vont bosser toute la nuit ou un week-end pour installer un événementiel. Ce sont ceux qui veillent sur les réseaux et qui vont réagir et répondre à tout moment, que ce soit les heures de bureau, que ce soit le soir, le week-end, que ce soit les vacances. Je parle pas de la gestion de crise qui n'arrive jamais aux heures de bureau, mais toujours en temps décalé et en principe dans les conditions les pires. Je ne parle pas de toutes ces urgences où on oublie que la com, c'est ni les pompiers ni l'hôpital, et on nous annonce toujours des urgences, mais ça c'est juste parce que les gens ne sont pas organisés et nous prennent pour la variable d'ajustement de leur inorganisation. Et donc voilà, toute cette pression permanente, tout ça, elle est rarement mesurée, elle est difficilement mesurable, mais elle est rarement mesurée par le reste de notre environnement professionnel, qui a ses propres spécificités, ses propres difficultés, ses propres risques psychosociaux aussi, bien sûr. Mais en tout cas, la com, effectivement, il y a l'aspect paillette, c'est l'image du communicant, c'est celui qui est devant le buffet, devant le cocktail, au moment d'un événement où chacun prend un moment de détente pour boire une coupe de champagne. Lui, c'est le moment le plus pointu de son activité, notamment dans l'événementiel. Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'il va y avoir assez de champagne? Est-ce qu'il va être frais? Est-ce que les gens vont avoir assez à manger? Est-ce que la salle va être réservée suffisamment longtemps? Est-ce que les gens auront bien reçu leur carton d'invitation? Mais tout ça, c'est pas du hasard. Tout ça, c'est beaucoup de travail, d'anticipation, de préparation, d'organisation. Tout ça, c'est toujours et encore une grosse charge mentale. J'axe beaucoup sur l'événementiel, mais voilà, tout le travail de la com à tous les niveaux, qu'ils soient visibles ou invisibles, là, c'est une charge très lourde. C'est beaucoup de choses à gérer en même temps. C'est des dizaines et des dizaines de dossiers simultanés à piloter. Donc grosse charge mentale. C'est un travail qui est difficile, qui est prenant, qui est usant. Et ça, on le voit pas toujours, on le voit pas souvent. Une question maintenant de David Bessis, qui est responsable de la communication chez Rubix, un homme de Lyon, un pays où on sait manger et on sait recevoir l'hôte, et on fait évidemment honneur aux magnifiques produits de cette belle région. Bonjour Frédéric, David, responsable communication. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait décidé à franchir le pas de directeur de la communication à représentant officiel de la fonction de directeur communication sur les réseaux sociaux et en extérieur. Merci. Alors déjà, je suis le représentant officiel de rien du tout. Personne ne m'a mandaté, personne dans la profession ne m'a mandaté pour parler en son nom, mais c'est en fait en partageant, en ayant envie de partager mon quotidien de DIRCOM et mon expérience de DIRCOM, c'est quelque part l'engouement qu'il y a eu derrière cette expression qui a fait que je me suis retrouvé quelque part un peu le délégué du personnel des communicants, mais il n'y a pas eu d'élection, donc je ne suis mandaté par personne et je ne prétends pas représenter non plus qui que ce soit. Je ne représente que mon expérience. Je note effectivement que je suis suivi par beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce que je peux dire, mais je ne suis le représentant officiel de personne.
peut-être juste une bonne illustration de ce qu'est notre métier et de ce que l'on peut en dire. Eh bien, écoute, je crois qu'il y a Fred Fougerat et ses Fougerates, si je puis dire, comme il y avait Clo-Clo et ses Claudettes. Mais merci en tout cas à toi de rappeler que la communication est un métier, mais on reviendra à ce genre de questions-là. Notre bon Florian Grimaud, monsieur que j'adore, qui est absolument sensationnel et qui dit « Bonjour Frédéric, Florian Grimaud. Comme tu l'as écrit, communiquer, c'est s'exposer, et donc accepter de prendre des risques. Est-ce que tu penses que dans les années à venir, les communicants accepteront encore de prendre des risques ? » Alors il y a plusieurs risques en réalité. Le métier de communicant, je disais, c'est celui de décider et donc quelque part en permanence d'évaluer des risques à prendre ou à piloter. Donc ça fait vraiment partie de notre métier. Mais il y a d'autres risques auxquels le communicant doit veiller, notamment quand on travaille dans des entreprises qui sont cotées avec des obligations de communication et des exigences de communication. Donc là aussi il y a des risques. Il y a aussi le risque de s'exposer. Il y a beaucoup de communicants, je les comprends, soit qui ne veulent pas s'exposer, soit qui considèrent que ce n'est pas leur rôle. Alors, je ne sais pas si c'est notre rôle ou pas de nous exposer, mais le fait de ne pas le souhaiter et de s'épargner ce risque, s'épargner l'amalgame de ce qu'on pourrait représenter à titre personnel et à titre professionnel, tout ça, je le comprends parfaitement. D'ailleurs, moi, je me suis retrouvé exposé volontairement puisque je l'ai fait, mais quelque part, malgré moi, je n'ai pas cherché à le faire. Mais finalement, il y a eu un effet boule de neige. Donc voilà, tous ces risques font partie de notre métier. Les gérer fait aussi partie de notre métier. Et dans ce monde de plus en plus en mode crise, je pense qu'on sera toujours de plus en plus attentif à cette notion de risque qu'on va toujours chercher à atténuer, à éviter, à contourner. Donc le risque fait partie de notre métier, mais on n'a pas envie qu'il augmente, on a plutôt envie d'essayer de le maîtriser au maximum. Tant que faire se peut, quelque part, la vie est un risque, hein, on est bien d'accord. Alors là, il y a une question, alors incroyable. C'est notre Karine Bach, qui est du côté d'Aubernay, en Alsace, un pays où on fait de la bière. Et Karine est rédactrice, elle te pose cette question incroyable. Monsieur Fougerat, bonjour, je suis Karine, rédactrice. Là, tout de suite, quelle question est-ce que vous voudriez que je vous pose ? Ça c'est pas la question piège, mais c'est la question inattendue. Peut-être que la question qu'on pourrait me poser là, tout de suite, comme ça, c'est pourquoi j'ai accepté de répondre à cette interview. Du coup, la réponse, ce serait pour soutenir le décodeur de la com pour la qualité de ses podcasts et pour son travail aussi de promotion et de soutien de la communication. Et puis peut-être aussi pour soutenir le déconneur de la com, Laurent François, qui me fait toujours confiance et qui m'a invité et qu'il faut aussi remercier pour tout le travail de promotion qu'il fait des communicants et de la communication. Écoute, je crois que je mériterais une médaille. Je te remercie, Fred. Je te fais ton petit virement après. Et je te filerai une médaille. J'en ai en rab. Mon cœur te perdra. Alors là, 2 questions. Elles viennent du Mans. Bonjour, monsieur Fougerat. Marion Loriot, directrice de la communication de Le Mans Université. Si vous pouviez choisir un seul mot pour décrire l'avenir de la communication d'entreprise, quel serait-il et pourquoi ? Je vous remercie. Alors, sans aucune hésitation, c'est le mot crise. Pas dans le sens négatif du terme d'ailleurs, parce que la com de crise, c'est d'abord pour moi un concentré d'intelligence et d'exigence et d'excellence de ce qu'est toute la communication. Plus on est bon en communication, quelque part, plus on est armé pour la communication de crise. Donc c'est vraiment un travail d'excellence au sein de la communication. Et je pense aussi, en second lieu, que la crise, je l'ai dit, je l'ai écrit plutôt, la crise pour moi c'est l'avenir de la communication. On l'a aussi évoqué tout à l'heure. C'est que quand on parle de crise et de communication de crise, alors on est vraiment respecté et considéré dans notre métier. Là, les amateurs et les touristes de la com ne viennent plus se mêler de nos sujets. Il y a du risque, c'est sensible, alors on laisse ça aux professionnels de la com, alors que sur tout le reste de notre écosystème de métier, il y en a beaucoup qui viennent donner leur avis sur la crise, beaucoup moins. Tu dirais que c'est un petit peu le sésame pour un communicant, la crise ? Non, j'irai pas jusque-là, parce qu'il y a des gens que ça doit pas du tout intéresser, il y en a, c'est pas du tout leur appétence, leur compétence, donc pour un DIRCOM ou pour un généraliste...
je dirais même pas que c'est un sésame, mais ça fait partie de sa vie professionnelle, de son boulot. Mais il y a plein de communicants qui jamais ne vont traiter la crise, ou en tout cas indirectement. Donc non, pas un sésame, c'est un élément, et c'est certainement un élément très porteur et très identifiant de ce qu'est la crise et surtout de ce qu'elle sera de plus en plus demain. Enfin, je le crains. Mais un sésame, non, j'irai pas jusque là, parce qu'on peut vraiment faire de la com sans jamais faire de crise. Parce qu'on n'y est pas confronté ou parce que c'est vraiment pas dans le périmètre d'action. Tout simplement. Une deuxième question de Marion Loriot. À chacune de vos prises de parole, une question me reste en tête. Est-ce qu'on vous aurait accordé la même écoute, puis la même légitimité, si Frédéric s'était écrit Frédéric QUE? Intéressante question. J'ai envie de croire que oui, mais j'ai peur que non. On est bien d'accord, malheureusement. Et j'ai peur que non, parce que l'égalité homme-femme n'est toujours pas réelle, ni dans les faits, ni dans les esprits. On progresse, on avance, mais on n'y est pas. On n'y est pas non plus dans la parité homme-femme à la tête des grandes directions de com dans les grandes entreprises. Alors, on n'est pas un bon DIRCOM parce qu'on est DIRCOM dans une grande entreprise, mais c'est ceux qui ont plus de chances d'être visibles ou d'être identifiés. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Il y a plein de femmes de très haut niveau comme DIRCOM de grandes organisations publiques ou privées, mais il y en a quand même beaucoup moins que des hommes. Beaucoup de femmes dans les métiers de la com, et puis tout d'un coup beaucoup de mecs qui se retrouvent dans les fonctions de direction. Je pense aussi que les femmes elles ont leur part de responsabilité, et elles ont un pouvoir d'action. Les femmes prennent moins la parole, elles cherchent moins à peut-être à exister, peut-être sont-elles moins disponibles, mais il y a quand même une part de responsabilité. Je pense sur les plateaux télé, combien de rédac chefs ou de programmateurs pleurent parce que les femmes refusent de venir, parce qu'elles ont toujours une explication pour ne pas venir. Je suis pas suffisamment légitime, je connais pas suffisamment le dossier. Moi je ne peux pas parce que j'ai telle ou telle obligation. Alors que les hommes, eux, vont pas se poser cette question de la légitimité, ou ils vont aller sur le terrain et ils vont faire le job. Alors, je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, mais tout ça participe au fait que finalement, la place des femmes est moins visible que celle des hommes, et que résultat, la parole de l'homme, elle paraît plus légitime parce qu'elle est plus présente. On est tout à fait d'accord. J'ai consacré une mini-série à la place des femmes dans la com. Je m'en souviens. Je te remercie, c'est donc toi qui t'en souviens, bravo. Mais au-delà de la plaisanterie, il y avait évidemment Céline Brana Roche qui a posé en premier une question. Mais j'ai l'impression que le syndrome de l'imposteur n'est en fait que le syndrome de l'impostrice. Ou l'imposteuse, je ne sais même pas comment on dit. C'est incroyable le nombre de femmes qui sont tout aussi compétentes et talentueuses que nous les hommes, et qui, pour toutes les raisons que tu as évoquées, vont systématiquement dire « Ah oui, mais bon, tu comprends que… » Je te donne un exemple très concret. Une femme qui me dit « Mais ne dis pas que je fais ça parce que je n'ai que 11 ans d'expérience. » Je dis « Tu te fous de moi ? 11 ans d'expérience ?» Un mec qui en aurait eu 3 aurait dit « Mais je suis tout à fait compétent. » Ou en tout cas ne se poserait pas la question. Mais même pas un quart de seconde. C'est hallucinant. Comment ça s'explique, Fred ? Ce syndrome de l'impostrice ou l'imposteuse, je ne sais même pas comment on dit, ça m'agace. Je ne sais pas si on peut l'expliquer, mais apparemment, voilà, hommes et femmes, on n'est pas fait du même bois, on ne fonctionne pas pareil. Je vois beaucoup avec des femmes politiques, qui refusent pendant des années de faire des plateaux ou des radios parce qu'elles ne connaissent pas à fond le sujet, parce qu'elles rentrent dans une commission et donc il leur faudra 1 an ou 2 pour se sentir légitimes pour parler de leur sujet. Bon, un homme ne se pose pas ce genre de questions. Il fonce, il avance, il apprend en faisant. La femme a plus de réserve. Je sais pas si c'est plus d'honnêteté. C'est comme ça fonctionne comme ça. Maintenant, il y a plein de femmes qui sont qui n'ont pas peur et qui foncent, et aussi plein d'organisations qui n'ont pas peur de mettre des femmes légitimes, crédibles à la tête de leur communication. Je pense à Mercedes Serra, mais bon, je pense qu'elle a pris sa place toute seule, personne n'a dû la mettre là, mais reste qu'elle est là. Elle est là, donc voilà un exemple de femme dans la communication qui a toute sa légitimité et personne ne la remet en cause. On peut citer notre gouvernement. Qui est à la tête de la communication du gouvernement français aujourd'hui? C'est une femme, et une femme très jeune en plus. Donc c'est pas une question de seniorité. Prisca Thévenot, elle est la porte-parole du gouvernement français. Si on regarde l'histoire, il
il y a eu très très peu de femmes porte-parole du gouvernement en France. De façon générale, il y en a une de façon générale en France. Il y en a aussi aux États-Unis. Je pense à Karine Jean-Pierre, qui est la porte-parole de la Maison Blanche. Même chose, et une femme très jeune. Donc ça montre aussi que la compétence, c'est pas qu'une question d'âge et de seniorité. Donc voilà, il y a des femmes parce que il n'en manque pas. Il y en a, mais on leur donne pas toujours leur chance. Et parfois, elles ne cherchent pas non plus à prendre leur place. Donc c'est vraiment un jeu de société entre hommes et femmes. Tout le monde, à mon avis, doit faire un effort pour donner sa juste place à chacun. Nous sommes tout à fait d'accord. Je pense que nous, les hommes, devrons à un moment ou à un autre faire un peu de place aux femmes. Aussi. Une femme qui ne manque pas de talent, que j'apprécie, elle est du côté d'Épernay, une région où là aussi on sait apprécier la bonne chair. Bonjour Frédéric, je suis Séverine Adam, DIRCOM de la ville et de l'agglo d'Épernay. L'intelligence artificielle a déjà commencé à percuter nos métiers de communicants. Alors, d'après vous, l'IA, ami ou ennemi ? Ça, c'est une question qui revient souvent en ce moment. Alors, intéressante comme question, et je vais pas faire une réponse de Normand, mais pas loin. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est un ennemi si on l'aborde par la peur, par le rejet, ou si on la laisse nous dépasser. Mais en revanche, je pense plutôt que c'est un ami si on la prend comme une opportunité, ce qu'elle est, à mon avis. Mais il faut l'apprivoiser, il faut la dompter, il faut apprendre à en tirer le meilleur. Mais c'est comme toutes les innovations, de toute façon, ami ou ennemi, c'est la réalité. L'intelligence artificielle, elle est là. On peut donc pas lutter contre. En tout cas, ça servirait certainement à rien. Ce serait inutile. Donc, je pense qu'il faut faire avec. Il faut voir les opportunités qu'elle offre. Et je suis certain d'une chose, c'est que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'intelligence réelle. Mais en revanche, ça peut être un booster d'intelligence, un booster de créativité. Donc, c'est un outil nouveau. Si y en a qui sont fans de la série Downton Abbey, souvenez-vous quand l'électricité arrive. Tout le monde est contre l'électricité, mais à quoi bon être contre l'électricité? De toute façon, c'était le progrès, c'était l'innovation du moment. On ne peut plus vivre sans électricité. Moi, quand j'étais enfant, c'était les calculettes en réduction qui arrivaient, et c'était la catastrophe. On allait devenir des ignorants, on n'allait plus être capable de faire des calculs, et puis la calculette était strictement interdite à l'école. Aujourd'hui, elle est obligatoire dans les examens des grandes écoles. Mais pourquoi? Parce que peut-être qu'on est moins fluide pour faire du calcul mental. Par contre, aujourd'hui, notre cerveau, il est capable de faire des opérations beaucoup plus complexes, en tout cas d'en avoir la vision et la compréhension, assistées par la machine qui fait le calcul sans valeur ajoutée, alors que nous, on fait le raisonnement, ou on pense au raisonnement que l'on fait produire ensuite par la machine. Je pense que l'intelligence artificielle, ça va être un peu la même chose dans plein de domaines, dans une ouverture extrêmement large. On peut en avoir peur en se disant que ça va faire disparaître certains métiers, oui, mais ça va aussi en créer plein de nouveaux. Et donc, c'est la vie, c'est le quotidien. Hein. Il y a quelques années, community manager, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est plein de métiers. Demain, il y aura plein de nouveaux métiers, certainement spécialisés dans la requête, dans l'écriture de la requête. Et ça sera bien l'intelligence réelle qui commandera l'intelligence artificielle. Donc voilà, je pense que c'est un ami, pas un ennemi. On peut parfois éventuellement un peu s'inquiéter, mais il faut pas l'aborder comme un ennemi parce que de toute façon, c'est réel et c'est là. Une question de Thomas Tressac d'Orange qui te dit: Bonjour Frédéric, Thomas Tressac d'Orange Business. Tu dis que la com est un métier, mais est-ce que ce n'est pas plutôt des métiers? Merci. Alors je prends pas comme une provocation de la part de Thomas parce que je ne sais que ce n'est pas lui, mais Thomas il me connaît bien et il connaît bien mes écrits, et s'il se réfère à la vidéo une de mes vidéos qui a eu le plus de succès et de vues, à une de mes tribunes qui a aussi été le plus partagée, je dis bien que la com est un métier en précisant que c'est surtout un écosystème de métiers. Donc effectivement la communication c'est tellement de métiers au sein de ce grand ensemble qu'est la communication. En revanche, par simplicité, par efficacité et par impact, voilà, je promeux un hashtag qui est la com est un métier.
Mais effectivement, il a raison, c'est un écosystème de métiers, du web designer à l'attaché de presse, en passant par le graphiste, le chargé d'événementiel, le communicant de crise ou le communicant financier. Voilà. Il y a tellement de métiers, de façons différentes, même des gens qui ne sont pas du tout interchangeables. Ça, c'est aussi une chose qu'on évoque rarement, mais on imagine que dans une équipe comme vous êtes 5, donc vous pouvez tout faire. Non, il y a des gens qui ont des métiers très spécifiques, techniques, artistiques, et qui ne peuvent pas s'interchanger. Et quand l'attaché de presse est malade ou en vacances, c'est pas le web designer qui peut faire les relations avec le journaliste. Et inversement, l'attaché de presse serait peut-être très en difficulté si on lui demandait de faire du design ou du graphisme. Je ne dis pas que il ou elle n'en sont pas capables, mais ce n'est pas leur métier et donc ils ne sont pas forcément interchangeables. Donc on est bien d'accord, la com est un métier, mais c'est un écosystème de métiers. Merci Thomas. Oui Thomas, on sait que tu utilises le hashtag la com est un métier, en te remerciant. C'est pas le dernier à l'utiliser, ça c'est sûr. Ça, on est bien d'accord. Et c'est devenu quelque part la plus belle punchline que tu as écrite, à mon sens, suite à cette magnifique vidéo qui a combien, 5-6 ans déjà? Peut-être 6-7 ans même. Oui, dans ces eaux-là. C'était Elior. 5-6 ans, oui. 5-6 ans. C'était ma sortie d'Elior, oui. C'était cette vidéo, elle a été, pour la petite anecdote, elle a été réalisée donc dans les quelques derniers jours où je quittais le groupe Elior, et elle a été réalisée en une prise. En fait, il y avait tellement de choses, c'était un tel marathon, il y avait tellement de choses à faire qu'on avait vraiment pas le temps. On a fait une prise, boum, c'était dans la boîte, et voilà. Parfois une seule prise peut permettre de faire un carton. Elle est faite avec un prompteur, je le précise. Je vois la tête de François. Tu parles que je connais pas ma tribune par cœur, donc elle a été faite avec un prompteur. Mais lire un prompteur aussi, c'est un métier. Ça ne s'improvise pas. Donc au prompteur, mais une seule prise dans la boîte, et voilà, on a plus de 250 000 vues, quelque chose comme ça. Voilà, un beau succès cette vidéo. Et elle a aussi été réalisée parce que beaucoup de gens affichaient ma tribune papier dans leur bureau, et beaucoup me disaient mais elle n'existe pas en vidéo. Donc avant de quitter Elior, je me suis dit allez, je réponds à cette demande, j'enregistre un coup, et comme ça les gens pourront se la partager en vidéo. Je sais qu'elle circule beaucoup dans les écoles, dans certains séminaires de com, dans des écoles en France et à l'étranger d'ailleurs. Souvent soit on me demande l'autorisation, soit j'apprends qu'elle a été utilisée, mais il n'y a pas besoin d'autorisation, elle est publique. Mais certains ont cette courtoisie de me le demander. C'est ce qui me permet de savoir qu'elle est beaucoup partagée. Mais voilà, une vidéo qui a été faite par l'agence B-Cluster en quelques minutes, une seule prise. Eh bien, bravo à B-Cluster. Et last but not least, Valérie Guittard, toujours d'Orange. Alors Valérie, c'est une amie d'enfance, chères auditrices et auditeurs, on se connaît depuis années. Et elle te pose une question qui est vraiment pas simple, je l'ai gardée pour la fin. Bonjour à tous les décodeurs de la com et bonjour Frédéric. Je suis Valérie Guittard, responsable de la communication pour Orange sur le domaine entreprise dans la région du Grand Sud-Ouest. Tout d'abord, Frédéric, un grand merci pour ce hashtag « La com est un métier », aussi simple qu'efficace et malheureusement toujours d'actualité, car rien ne semble endiguer cette génération spontanée de prétendus communicants qui s'immiscent dans notre travail sous prétexte qu'ils ont une idée ou pire, juste un avis. Non, être communicant, c'est avoir une vision, une stratégie. Cela nécessite une expertise qui ne s'obtient pas juste avec une nomination ou une intention. Tu en conviendras. Merci en tout cas pour la légitimité que tu apportes à notre fonction. Frédéric, ma question est la suivante. J'aurais aimé que tu nous partages le meilleur conseil que l'on ait pu te donner, qu'il soit à titre professionnel ou personnel. Par avance, merci et j'espère à très vite, commandeur. Oui, effectivement, c'est pas si simple que ça. Il faut faire appel à sa mémoire. Mais je vais peut-être donner 2 conseils qui m'ont été donnés, qui ont autant de valeur d'ailleurs personnelle que professionnelle. Je pense que je ne dirais pas qui me les a donnés d'ailleurs, mais à chaque fois ça a été 2 de mes patrons, 2 différents. La première, c'est quel est le risque? J'ai travaillé pour une personne qui en permanence me disait, c'est conseil, enseignement. En permanence, on me disait quel est le risque? Et en fait, c'est vrai que souvent on réfléchit et on ne réfléchit pas en matière de risque. Et donc j'ai appris à souvent me positionner en matière de risque. Alors c'est très très utile en communication de crise. Et effectivement, se poser la question du risque. La question c'est pas est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est pas autorisé. Mais c'est souvent c'est quel est le risque. Et parfois il y a pas de risque. Alors pourquoi on ne fait pas? Il faut foncer, il faut le faire. Et deuxième chose importante en communication, c'est que tout est une question de timing.
Et ça, on l'oublie souvent. Et effectivement, la même parole, la même action, mais qui ne va pas sortir le bon jour ou à la bonne heure ou au bon moment, n'aura pas le même impact, n'aura pas le même résultat et ne produira pas les mêmes effets. Donc la question du timing, et c'est en grande partie une question d'intuition, mais c'est quand même aussi lié à une forme de réflexion. La question du timing, elle est très importante. Est-ce que si j'ai une action presse et un communiqué très important de presse à balancer, est-ce que je le balance le vendredi à 19h quand tous les gens sont partis en week-end et donc pensent alors aux 2 jours qui sont à venir, ou est-ce que j'attends plutôt un début de semaine? Voilà, c'est une bonne question. Si j'organise un événementiel, est-ce que je l'organise la veille d'un départ en vacances ou le jour d'un départ en vacances, ou est-ce que je l'organise à un moment où j'ai plus de chances d'avoir du monde? C'est des questions vraiment très simples et très basiques, mais qui ramènent toujours à la question du bon moment, quoi. Et donc le bon moment en communication, c'est essentiel parce que ça peut tout changer. Écoute, merci encore d'avoir non seulement accepté l'invitation pour ce 100e épisode, mais surtout d'avoir parlé de ton livre. Je rappelle le titre de cet opus, l'anthologie de la com. Paroles de dire com. Au-delà de la blague, très sincèrement, je crois que ça rappelle à toutes celles et ceux qui veulent faire de la communication, ou qui en font, ou qui vont en faire, qui sont étudiants, que notre métier, c'est un vrai métier, avec beaucoup de composantes. En effet, tu l'as dit très justement. La fille des réseaux sociaux n'est pas le mec des relations presse, ou plutôt l'inverse, peu importe, ou le data analyst. J'ai envie de dire que notre métier est protéiforme, il est beau. Magnifique. On a de la chance de le faire. Il est un peu usant, on va pas se mentir. Mais sinon, bon, hein, c'est pas aller descendre à la mine, hein, on va se calmer. Mais on fait le plus beau métier du monde. Donc, dites-le. Allez faire la promo du métier de la communication. Achetez évidemment le dernier opus de Fred, je répète le nom. L'anthologie de la com, Paroles. Je n'ai pas dit le S à la fin, de dire com. Bref, c'est chez Bréal. Vous pouvez le mettre sur Internet. Vous pouvez l'acheter sur Internet. Vous avez vu, je dis n'importe quoi parce que je suis fatigué. Bref, vous l'achetez. Et puis, Fred, vivement le gâteau, je n'en peux plus, je suis en hypoglycémie, car je vous le dis, si vous l'avez oublié, chers auditrices et auditeurs, nous allons célébrer grâce à Fred, qui m'offre un magnifique gâteau pour la 100e. Eh bien, on va manger. Et ça m'a fait très plaisir de te revoir. Tu reviens pas pour la 200e, fais-moi plaisir. Tu reviens avant, en te remerciant. Je viendrai en fauteuil roulant pour la 200e ou avant, en pleine forme. Et ben on le souhaite en pleine forme. Merci à toi, Fred. Vous mettez 5 étoiles, voire 6, voire 7 ou 8 pour la 100e. Vous pouvez évidemment faire cet effort sur Spotify et sur Apple. Vous laissez un commentaire et puis vous abonnez. Vous abonnez au Décodeur de la com, le plus grand, le plus beau des podcasts sur la communication. Regardez, il n'y a que des épées comme Fred. C'est formidable. Fred, je t'embrasse et je te dis à très très vite. Merci pour l'invitation. Ciao, ciao.